Ben, l'année où je pars à l'Inter de Milan, de Cannes à l'Inter de Milan, j'aurais pu signer à l'Olympique de Marseille. Les raisons que ça s'est pas fait, pareil, je pense que ça va piquer un peu. L'année où je pars de Florence, j'étais en négociation avec le Paris Saint-Germain. Mais c'était une négociation qui devait durer longtemps. Moi, j'avais pas envie d'attendre. Ma vie privée, j'étais en plein divorce. J'avais vraiment envie de changer d'air et j'étais pas en condition d'attendre. Donc, en fin de compte, ça se fait pas. C'est l'année où ils prennent Sirigu. Tu me parles de Landreau, je te dis oui. Pour moi, j'étais supérieur à lui. Médiatiquement, il y avait deux traitements complètement différents. Lui, c'est depuis les espoirs en fait que ça se passait. J'ai eu ce problème avec lui. Donc il n'y a pas que le côté sportif, il y a le côté humain qui rentre en compte. Quand on parle de Donnarumma et objectivité aujourd'hui, c'est deux mots malheureusement qui sont à l'opposé. C'est du harcèlement médiatique vis-à-vis de Donnarumma, il ne le mérite pas. Quand on fait partie des meilleurs dans un championnat où c'est que tu te joues le titre du meilleur gardien avec Buffon, avec Dida, avec Peruzzi, avec Julio César. Oh là là. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de 90min et vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai un invité de marque avec un énorme plaisir. Moi, il a marqué mon enfance, l'un des meilleurs joueurs que j'ai pu voir en vrai aussi parce que je t'ai vu en vrai au stade. J'ai le plaisir de recevoir Sébastien Frey, ancien footballeur. Il a débuté sa carrière en France pour ensuite quasiment toujours continuer en Italie, Inter, Parme, la Fiorentina, Vérone, le Genoa, bref, de très très belles équipes. Bon, tu as aussi fait un petit passage en Turquie, mais c'est avec un énorme plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui, Sébastien. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à vous de m'avoir contacté, ça me fait plaisir. Et puis, tout l'honneur est pour moi de pouvoir échanger. On va dire, on va passer un bon moment ensemble. Écoute, je suis prêt, je suis open. Donc, je te laisse la parole et puis je te suis comme il faut. Eh ben, on va faire un tour à 360 degrés. Tu vas voir, on va parler évidemment du foot français, on va parler du foot italien. Sébastien a très certainement beaucoup d'anecdotes à nous dire. Si vous saviez les joueurs avec qui il a joué, il y a de très très grands noms et puis ce fond derrière qui est juste magnifique. C'est un petit avant-goût. Ronaldo, Del Piero, c'est juste un petit pourcentage par rapport évidemment à toute la très grande carrière de Sébastien. Juste avant, évidemment, je voulais faire un petit teasing parce que de ce que j'ai compris, il y aura prochainement la sortie de ton livre. Si tu souhaites en parler, donner un petit avant-goût à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah ben écoute, non, comme je te l'ai préannoncé, donc une grande maison éditrice italienne a décidé de faire cette biographie complète en collaboration avec moi. Donc ça m'a fait très plaisir parce que je pense que c'est quelque chose qui va rester dans le temps. Donc, ce ne sera pas que la partie foot, ce sera de la naissance aujourd'hui, donc on va dire très très large. Et puis, on ne va pas rentrer dans les détails parce que je pense que ça enlèvera du plaisir à lire, mais je vais tout raconter. Je vais tout raconter, donc que ce soit ma vie privée. Forcément, ben, le noyau un peu de ce livre, ce sera ma carrière. Hein, je pense que beaucoup de gens l'ont vécu de près de loin avec moi. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qui s'est passé sur beaucoup de choses. Donc, ben, écoute, je vais me mettre à nu, on va dire, et puis je vais tout raconter. Comme ça, les gens au moins sauront une bonne fois pour toutes eh ben, qui est Seb et qui a été ce qu'a représenté Sébastien Frey, le gardien. Et ben voilà, il n'y a pas mieux comme avant-goût. Évidemment, on vous annoncera lors de la sortie du livre, etc., etc. Vous allez voir, ça risque d'être vraiment pas mal. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, Sébastien, c'est comment se passe finalement ton après-carrière? Parce que on a tendance parfois à oublier aussi qu'il y a une après-carrière qui est parfois totalement différente de la carrière de footballeur qu'on vit pendant 20 ans pour certains joueurs, un peu plus court pour d'autres. Comment ça se déroule un petit peu ton après-carrière? Est-ce que ça se passe très bien? Oh là, ça se passe très très bien. Je te cache pas que je ne pensais pas être encore autant sollicité parce il y a beaucoup d'événements avec les légendes, on va dire les légendes mondiales. Donc là, j'ai eu 2 mois compliqués, très plaisants, mais bon, j'ai beaucoup voyagé, je voyage beaucoup. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ben, il y a encore beaucoup de reconnaissance pour ce qu'on a été, ce qu'on a représenté. C'est vrai qu'on voyage beaucoup à travers le monde et on voit encore cette ferveur vis-à-vis de, alors qui plus, qui moins, hein, forcément, mais on voit encore beaucoup de ferveur pour je pense que c'était une très belle génération
qui a laissé beaucoup au football, pas seulement italien, c'est-à-dire les années 90 et le début des années 2000. Je pense que c'était une génération, ils appellent ça aujourd'hui la génération nostalgique. Hein, je pense qu'il y a beaucoup, on va dire, il y a beaucoup raconté, beaucoup de beaux moments. Et je pense que le foot était encore, je le définis encore romantique, tu vois, avec des valeurs. Je pense que les gens prenaient beaucoup plus de plaisir avant aller au stade peut-être que maintenant. Donc, tu vois, il y a tout ça qui fait que, ben, écoute, on est vachement sollicité. Donc, ça me prend quand même beaucoup de temps. J'ai une passion, parmi les passions que j'ai, je fais du vin. Donc voilà aussi, c'est super intéressant, ça me plaît énormément. Et puis forcément, père de famille, voilà, donc j'ai 4 enfants, donc j'en ai 2 qui sont déjà assez grands, dont mon fils le plus grand qui est joueur de foot professionnel en Italie, très fier de lui. Et donc voilà, et puis là j'ai les deux derniers, donc j'ai une fille de 5 ans et un petit d'1 an et 2 mois, donc tu vois, ben, là aujourd'hui c'est aussi papa à temps plein, quoi. Donc c'est très très bien, franchement, je suis très heureux ben, de ce que j'ai pu faire dans le passé et de la vie que j'ai aujourd'hui. Franchement, je suis quelqu'un de comblé. Ton après-carrière me fait penser à celle d'un autre grand joueur qu'aujourd'hui est à la retraite, Andrea Barzagli, qui est un énorme défenseur évidemment, qui aujourd'hui est aussi dans le vin, notamment Exactement. un grand fan. Le Ah, vin, mais il il y a en a, souvent. tu sais qu'il y en a, hein, je vais te dire. Tu sais que, alors quand tu es joueur de foot, forcément, ben, le fait que tu es un joueur professionnel et que tu n'aies pas trop de temps. Donc moi, ça a toujours été une passion. J'ai toujours aimé boire du bon vin. Donc je te cache pas que forcément, ben, jusqu'il y a quelques années, je buvais pratiquement que français. Parce que je pense qu'en France, on reste quand même Oui. les pionniers de ce monde très vaste et magnifique. Je pense qu'on a encore un petit truc au-dessus par rapport à d'autres pays, mais je ne te cache pas que l'Italie eh ben, est en train de monter en puissance. L'Espagne, il y a beaucoup de pays, tu vois, donc il y a en Italie, donc tu m'as dit Barzali, donc on se voit, on fait la foire au vin en Italie à Vérone, on se voit un peu, on se retrouve un peu tous. Oh, Andrea Pirlo aussi fait son vin. oui. Et puis, ben, dans le projet avec moi, donc on fait le vin en Italie, dans le sud, dans les Pouilles, dans le sud d'Italie. Donc, c'est un projet, je vais t'expliquer parce que c'est très intéressant, qui s'appelle The Wine of the Champions. Donc, voilà, donc c'est le producteur de vin qui nous a contacté, qui nous a fait un contrat. Donc, je vais te citer des noms comme ça par hasard. Donc, avec moi, il y a Ronaldinho, Roberto Carlos. Materazzi, Vincent Candela, français. Écoute, on est vraiment une équipe. Et à travers ce projet, en fait, on fait de la promotion. Chacun, on essaye de promouvoir notre vin. Chaque vin est différent. Je tiens à le préciser. Il y aura un documentaire sur Netflix très, très prochainement. Donc, tu vois, donc ça aussi, ça prend pas mal de temps. C'est magnifique. Franchement, moi, le vin, c'est quelque chose qui me plaît. Tu n'arrêtes pas d'apprendre, tu vois. C'est un peu comme le poste de gardien de but, j'ai envie de te dire. Malgré l'âge, malgré l'expérience, tout ça, moi, j'ai découvert tout au long de ma carrière, même à 35 ans, avant que j'arrête ma carrière, j'ai continué à vouloir apprendre, à découvrir des choses. Donc, tu vois, ça se ressemble un peu, le milieu du vin et ce poste qui est magnifique, qui est le poste de gardien de but. Et ben pour faire le lien aussi avec le gardien de but, il y a Mattia Perrine, le gardien de la Juve, qui lui Exactement. va en France, qui est un Grand énorme fan Exactement. de vin. Mathias, c'est un très bon copain, donc on échange quand il vient. Alors lui est forcément grand fan de vin français, hein, et je pense que c'est un peu normal, hein, comme je l'ai dit juste avant. On ne s'est pas encore croisé, mais lui il va très souvent, par exemple en Bourgogne. Il va à Oui. la recherche. Voilà, il va à la recherche lui aussi. C'est un peu ce que je te disais. C'est un monde qui est très vaste et tu n'arrêtes. Moi, j'arrête jamais de découvrir. En fait, c'est extraordinaire. Même si tu penses savoir, en fait, ben, tu sais pas. Et c'est bien. Ça te permet d'échanger, d'apprendre. Et c'est vrai, je te confirme que Mathia est un grand passionné et amateur de vin français. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de ton fils qui aujourd'hui est footballeur, mais tu viens d'une famille dans ce milieu. Ton frère a été footballeur, ton papa aussi, et si je dis pas de bêtises, ton grand-père aussi. Et alors déjà, quel est le lien que tu as eu avec le football? Est-ce que c'est eux qui t'ont clairement plongé dedans? Et surtout, la question que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a surtout un lien avec l'Italie. Ton frère a joué en Italie, ton fils aujourd'hui est en Italie, toi, ta grande carrière
tu l'as faite en Italie. D'abord, comment tu as été initié donc à ce sport et surtout, quel est le lien avec l'Italie? Ben, le lien avec l'Italie, tout simplement, c'est moi qui l'ai créé, le lien, parce que je suis le premier à être parti. Donc après, mon frère a eu l'opportunité de découvrir ce championnat. Donc lui, il est parti de plus bas jusqu'à arriver à la Serie A et jouer au Chievo Vérone. Donc c'est très noble et très fier de lui. Et mon fils qui est italien, forcément, bon, ben, voilà, je pense que c'est une dynastie, mais je fais un petit pas en arrière, tu vois, parce que c'est un Oui, sujet, c'est peut-être le seul sujet que je vais te parler qui sera dans le livre. C'est quelque chose qui m'est toujours resté en travers de la gorge. Et je te le dis et je l'ai écrit aussi. Il faut savoir que moi, je fais partie, donc, comme tu as dit, d'une dynastie. Donc, mon grand-père, André Frey, un joueur professionnel de sa génération, très grande carrière, international français, oui, je tiens à le souligner. C'est quelqu'un qui était très respecté, qui a joué à FC Metz, qui a joué à Toulouse. Vraiment, je suis très, très, très fier. Donc, mon père, après, a joué professionnel. Il est arrivé jusqu'en deuxième division. Donc, je pense que c'est pas rien non plus, compte tenu du fait que le football français, à l'époque des années 80, était quand même un football très, très costaud, on va dire. Donc, ensuite, il y a moi. Donc, il y a mon frère et il y a mon fils. Donc, compte le nombre de générations dans la famille Frey. Je pense que je vais même te dire, je pense que c'est unique au monde aujourd'hui d'avoir tant de générations qui continuent, on va dire, à porter le nom haut et fort au plus haut niveau. Et en France, on n'en a pratiquement jamais parlé. Donc c'est ça, vrai. c'est le premier sujet, on va dire, où c'est que j'en vois un petit. Mais bon, ça me change rien, mais ça m'a attristé un petit peu à l'époque. Vis-à-vis de mon grand-père, je lui dois beaucoup à mon grand-père, parce que mon grand-père, quand je pars au sport-études à Cannes, mes parents ne pouvaient plus m'héberger parce qu'ils habitaient loin, donc je suis allé vivre chez mes grands-parents avant d'intégrer le centre de formation. Mon grand-père avait déjà un certain âge et il m'emmenait de Antibes jusqu'à Cannes tous les matins. Il venait me chercher tous les soirs pour quelqu'un qui avait plus de 70 ans déjà. Donc c'est vrai que mon grand-père, je lui dois quand même beaucoup cette période-là. Et je pense que sans ça, il n'y aurait pas forcément eu la suite. Donc c'est vrai que mon grand-père, je l'adore déjà, mal paix à son âme. Il nous a quittés en 2003. Et j'en garde un souvenir extraordinaire. C'est une personne vraiment à qui je dois beaucoup de respect, je dois beaucoup de choses. Donc voilà, puis après, comme je te dis, il y a eu tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que par rapport à une famille qui a une dynastie très, très large, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. On va préférer parler, je sais pas, je peux même pas te citer de nom parce que je veux manquer de respect à personne. Et puis, c'est pas le but. Moi, comme tu vois derrière, j'ai beaucoup de copains. On est vraiment tous très, très proches. Mais c'est vrai que, voilà, à mon goût, on n'en a pas assez parlé, on n'en parle pas, compte tenu du fait que c'est quand même quelque chose de spécial. Donc voilà, mais par contre, très fier de la famille dont je viens et d'où je viens. Et puis c'est très bien ce qui est en train de se passer. Puis attends, il y a le petit dernier qui arrive, on ne sait jamais hein, s'il faut. Eh ben, pourquoi pas continuer, J'espère pas, mais bon, tu sais comment c'est. Hein. Voilà, c'est le foot, je pense, pour les enfants, c'est un peu comme une religion, c'est un point d'attache, que ce soit à l'école, sur un parking, sur un terrain de foot. Et c'est pour ça que je dis que c'est le plus beau métier du monde parce que tu découvres beaucoup de choses. Déjà, tu crées des liens. Tu crées des liens à la base des inconnus qui peuvent devenir tes copains. Et c'est vrai que ce ballon rond a un pouvoir un formidable vecteur de rapprochement de social. Ouais. cohésion, mais vraiment, vraiment, c'est pour ça que je dis on est chanceux, malgré tout ce qui peut se passer derrière. Le foot, quand tu deviens professionnel, faut pas oublier que c'est vraiment le plus beau métier du monde parce que c'est le métier et c'est aussi une passion. Oui, Et pas tout le monde peut se vanter aujourd'hui de dire je travaille et c'est ma passion. Et nous, on a cette chance-là, ce privilège-là. Et c'est vrai qu'il faut toujours le garder en soi et toujours se rappeler d'où on vient. C'est très important. exactement. Alors justement, tu as parlé de Cannes, de ce lien avec ton grand-père qui t'a permis aussi d'aller aux entraînements, etc., etc. J'aimerais que pour débuter cette interview, que tu nous racontes forcément le début et cette formation à Cannes. Tu as été formé en France avant évidemment d'arriver en Italie. Et surtout, comment tu as été préparé justement au monde professionnel? Parce que malgré tout, alors tu as une carrière incroyable, mais tu as surtout débuté en Ligue 1
un âge pas tellement anodin, à 17 ans quand même. 17 ans, tu étais titulaire en Ligue 1. Comment s'est passée ta formation et surtout, est-ce que tu as été préparé, évidemment, à Cannes à débuter aussi rapidement? Oui, oui, on est préparé, je vais te dire, je pense qu'à l'époque, d'ailleurs, j'ai beaucoup de trophées qui le prouvent juste derrière, devant moi. Le centre de formation de la Cannes faisait partie des meilleurs centres de formation de France. On a été élu 2 fois meilleur centre de formation de France. De ma génération, moins de 15 nationaux champions de France, moins de 17 nationaux champions de France. Au-dessus, ils gagnent la Gambardella. Donc je pense qu'on peut considérer ce club un des plus grands clubs formateurs. Je peux te dire sûrement avec Nantes à l'époque, avec Auxerre, avec Lyon. Je pense que c'était un peu ces 4 clubs-là. Il y avait vraiment une vraie formation. Et beaucoup de jeunes ont eu l'opportunité, la chance, le mérite de toucher le monde pro. Donc, c'est pas anodin. Moi, écoute, moi, notre centre de formation, c'est très simple. Donc, 2 directeurs de centre de formation. Donc, Guy Lacombe, je pense que tout le monde le connaît. Ouais. Et Richard Bettoni. Donc, Richard Bettoni, je pense que c'est quelqu'un qui a fait partie du monde professionnel aussi, qui est arrivé d'une école, et c'est un militaire. Donc, nous, on avait une formation à tous les effets. C'était comme aller au service militaire. Donc, rigueur, discipline, ne jamais. Des règles à respecter. Si on ne respecte pas, avertissement, le deuxième, tu t'en vas, tu dégages. Donc, déjà, ça, au niveau humain, je pense que c'est une école de vie qui a été pour moi très, très importante. J'ai toujours été le plus jeune au centre de formation. Je suis arrivé 1 an avant l'âge normalement. Donc voilà, donc j'ai toujours été le plus jeune. Donc il a fallu, c'était un peu la loi de la jungle. Il a fallu pour survivre que je m'adapte, que je respecte le plus ancien tout le temps, mais par contre que je ne me fasse pas bouffer non plus. Tu vois, donc ça a été très cette phase-là, parce qu'en fait j'ai fait 2 ans de centre de formation et après je suis parti dans un appartement que Cannes parce que j'étais en pro. Et moi, à partir de moins de 15 ans, donc déjà je commence les sélections de moins de 15 jusqu'en équipe de France. Ah, j'ai fait tout le cursus de sélection en équipe de France. Donc ça aussi, ça a été très important pour la maturité, pour le prestige aussi. Hein. C'est très beau de porter, même quand tu es jeune, le maillot de l'équipe de France, ça a toujours été un privilège, ça a toujours été très très beau. Donc avoir la chance de toucher ça très très jeune, c'est vrai que c'est... Et puis ça te donne envie, la motivation. Moins de 15, ok, je vais aller à moins de 16. Moins de 16, ok, il faut que j'aille à moins de 17. Jusqu'en équipe de France A. Et donc voilà, c'était très important. Donc prêt, oui, parce que je pense que le club a vu en moi sûrement un potentiel. Donc ils m'ont fait énormément travailler. Il faut savoir que ma 2e année au centre de formation, pratiquement tous les jours, je faisais 4 entraînements par jour. Donc c'est vrai que ma mère à mi-saison, elle m'a dit tu vas péter en plein vol. Elle m'a dit tu vas jamais t'en sortir, c'est beaucoup trop. Donc effectivement, bon, peut-être un petit coup de fatigue à un moment donné, mais tellement, je veux dire, quand on te dit à 15-16 ans, il faut que tu ailles t'entraîner avec les pros, il faut que tu ailles t'entraîner avec la D3 à l'époque, la D4, plus les moins de 15 ou les moins de 17 par rapport à ma vraie catégorie. Je pense que c'était impossible de dire non. Donc, à chaque fois qu'on m'appelait, c'était un grand plaisir. Ça n'a pas été facile parce que c'est vrai que c'était quand même beaucoup, beaucoup d'entraînement. Mais je pense que c'est ce qui m'a forgé à sûrement être prêt avant d'autres. Le fait de côtoyer, on va dire, les plus anciens, côtoyer les pros, la D3, D4, c'était un peu la réserve des pros. De côtoyer ce beau monde, tu te dis, à force de s'entraîner avec eux, tu n'as qu'une envie, c'est un jour d'y arriver. Puis c'est vrai que je pense que la marge de progression se fait sûrement beaucoup plus rapidement que de s'entraîner qu'avec les moins de 15 ou qu'avec les moins de 17. Donc ça, c'est vrai que ça, alors sûrement, ils me l'ont dit encore, hein, j'avais un gros potentiel, mais je pense qu'ils m'ont permis d'épanouir ce potentiel. Et puis voilà, puis après tout se déroule, je veux dire, moi je me retrouve en pro l'année où je débute, c'est en 97. Je devais même pas être là. Et en fin de compte, je me retrouve là. Beaucoup je pense, le mérite, les sacrifices. Le premier gardien, le jour du match, se blesse. Je suis sur le banc, donc pas le temps d'appeler un autre gardien. Bam, c'est mes débuts contre Rennes. Et puis à partir de là, j'ai commencé ma carrière professionnelle. La carrière a été lancée. Mais j'ai décidé de faire un parallèle avec Guillaume Rest, le gardien de Toulouse, qui a débuté très tôt. Hein. Lui, 1 an plus tard, mais à 18 ans.
Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce jeune-là, si tu l'as un petit peu suivi? Et surtout, la question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont les dangers finalement, surtout pour un poste très particulier, compliqué comme gardien, de commencer aussi tôt? Ben, les dangers, alors les dangers, c'est déjà le fait de brûler les étapes, c'est pas forcément facile. Il faut avoir, je pense, derrière un club solide par rapport à la formation et donc le respect de cette formation. C'est-à-dire que le gardien, c'est un rôle quand même qui reste particulier. On est tous, je veux dire, à un moment donné, appelés à faire des erreurs. Chaque saison, de toute façon, en moyenne, un gardien fait une ou deux erreurs, qui plus, qui moins. Mais je pense que ça fait partie de notre poste. Quand tu es un gardien jeune, effectivement, si à la première erreur, on te remet dans le placard, il n'y a pas que le côté sportif, le côté psychologique devient très compliqué aussi pour rebondir sur ça. Et je pense que c'est très important que le club soit derrière toi, soit conscient de ça et donc te laisse travailler, te laisse continuer malgré les erreurs sur une saison. Parce qu'en fin de saison, après, il y a un bilan qui est fait. Effectivement, tu as le niveau, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas le niveau, on en parle. Mais au moins, tu as eu l'opportunité de jouer une saison entière. Là, aujourd'hui, les clubs n'ont plus le temps et ne te donnent plus le temps. C'est-à-dire que, ben, autant avec une rapidité, tu arrives à toucher le monde pro, mais avec cette même rapidité, tu peux retomber, on va dire, d'où tu viens. Et c'est vrai qu'en général, la gestion psychologique n'est pas facile. Donc, je pense que le risque, c'est ça. Je pense après que c'est Toulouse, hein, c'est ça? Ouais, Ben, Toulouse sont habitués parce qu'avant lui, il y a eu un certain Alban Lafont qui a exactement. commencé aussi très très tôt. Donc aujourd'hui, qui est un gardien, une valeur sûre de Ligue 1. Hein. Il a fait un petit passage à la Fiorentina, donc j'ai eu Il t'a l'opportunité. remplacé un peu quelques années plus tard. Ben, on s'est côtoyés. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé. Donc on échangeait beaucoup cette période-là. Peut-être pas prêt pour un club, malgré les qualités, attention, hein, pour un club avec beaucoup d'ambition comme la Fiorentina. Mais là, je vois que depuis qu'il est à Nantes, je pense qu'aujourd'hui, il est dans une réalité qui le convient très bien. C'est le capitaine. Il est à nouveau très performant. Donc c'est très bien. Ça fait plaisir de voir ces jeunes, entre guillemets, ben, qui continuent, qui ne lâchent pas et qui se remettent en question. C'est important. Donc voilà. Et puis, on va dire le gros danger aussi, c'est qu'on te définisse après peu de matchs une nouvelle star, un nouveau champion, et la gestion émotionnelle, de pouvoir garder la tête sur les épaules, de pouvoir toujours gérer les émotions dans les bons, dans les mauvais moments. C'est vrai que quand tu es jeune, tu n'as pas forcément de formation par rapport à ça, donc il faut un peu se débrouiller tout seul et avoir la chance d'être entouré par des personnes vraiment qui comprennent ça et qui puissent te soutenir, te protéger et surtout te dire les choses à chaque fois telles qu'elles sont. Ok, pas même quand c'est mal, pas te dire non, non, mais c'est bien. Non, non. La sincérité dans notre milieu, je pense que c'est quelque chose de très important pour évoluer, pour progresser et pour se remettre en question. Voilà. En restant sur les gardiens aujourd'hui, et lui, c'est un niveau exceptionnel parce qu'il est aujourd'hui titulaire en équipe de France, mais c'est Mike Maignan. Et bah, il a un atome crochu avec toi, c'est-à-dire que lui aussi est arrivé en Italie assez tôt. Ça fait quelques saisons qu'il est désormais en Italie. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Mike Maignan, qui a aujourd'hui une place très importante? Et surtout, la vraie question que j'avais envie de te poser, pourquoi aujourd'hui Mike Maignan, par exemple, a plus de reconnaissance en France que toi, alors que lui aussi, alors certes, a joué un peu plus longtemps en France, mais a surtout aujourd'hui marqué la Serie A, l'Italie aussi vite. Pourquoi il y a plus de reconnaissance aujourd'hui, certes avec une génération totalement différente, hein, mais pourquoi un Mike Maignan aujourd'hui a plus de reconnaissance en France qu'un Sébastien Frey à l'époque? Alors, par rapport à la reconnaissance, c'est encore aujourd'hui, des fois, mes temps perdus, c'est une question que je me pose. Je pense avoir quelques réponses. Mes réponses seront écrites dans le livre. Et ben voilà. C'est mon point de vue et je ne pense pas me tromper. Quand tu es, on va dire, je parle pour moi, je ne parle pas de Mike. Après, on va parler de Mike. Hein, effectivement, je pense qu'il mérite qu'on prenne la parole. Moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai dérangé. De toujours avoir dit haut et fort ce que je pensais. C'est peut-être en France, c'était peut-être pas rentré dans un moule ben, où c'est qu'il fallait, voilà, fallait aller dans le sens du vent tout le temps. Et voilà, moi je me suis toujours dit, voilà, avec beaucoup de fierté,
Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ben, c'est juste de le dire. Quand le système ne va pas, c'est la même chose. Je veux dire, de toute façon, c'est que des vérités. Donc, des fois, la vérité peut blesser et peut déranger. C'est pour ça qu'à un moment donné, ben, on a essayé de me faire tomber dans les oubliettes. Et comme tu l'as dit, les prestations étaient tellement importantes dans le championnat, je pense le plus important, ben, qu'on ne pouvait plus. Donc, on était obligé de parler de moi. Et parce que ben, dans le monde entier, on parlait de moi. Et c'est vrai que, mais encore, hein, tu vois, toute proportion, la France a toujours eu un côté, ouais, on parle de lui, mais pas trop quand même. Tu vois? Donc, à partir du moment où tu comprends un peu le jeu et le système, bon, après, tu fais avec. Et puis après, moi, sincèrement, alors je suis français, très fier d'être français, très fier d'avoir représenté mon pays depuis tout petit. Mais par contre, footballistiquement, je ne vais pas te dire bêtise, mais je me sens pratiquement italien. Parce que je me suis imposé dans ce championnat qui était le plus important au monde, avec les meilleurs joueurs du monde. J'ai été élu 6 ou 7 fois meilleur gardien, une fois meilleur joueur de tout le championnat. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup de respect encore aujourd'hui. Je pense que tout le monde penserait la même chose que moi. Quand tu es dans un pays qui t'adopte, entre guillemets, alors ça n'a pas été facile, il a fallu que je m'impose hein, quand même. Hein, parce que ça aurait été facile de dire, ouais, c'est en Italie, c'est un Français, bon, il n'est pas bon, merci, au revoir. Tu vois. Donc après, je pense avoir du mérite sur le fait que tout ça soit arrivé. Mais c'est vrai que ben, footballistiquement, c'est toujours un plaisir de parler en italien, de parler tu vois, de mon vécu en Italie. Et quand on parle France, ben, à un moment donné, où il y a toujours un couac, ou alors malheureusement, dans mon parcours en France, que ce soit en France ou en équipe de France, ben, malheureusement, à un moment donné, ça coince, il y a un problème, il y a une polémique, il y a un problème avec des gens, sélectionneurs. Donc, c'est vrai que sincèrement, moi, aujourd'hui, ben, qui ne suis plus joueur en activité, ça fait quand même plaisir de parler des bons moments, de parler des bons souvenirs. Tu vois, donc, et puis ça, 98%, on va dire, ben, c'est parler de mon expérience en Italie, tu vois. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Donc, c'est des questions que je me suis posées. Je m'en suis beaucoup posé quand j'ai arrêté ma carrière. Et puis, bon, tu auras l'occasion de voir mes réponses. Donc, ça, c'est mon côté à moi personnel. Alors, Mike, écoute, moi, Mike, aujourd'hui, je pense que c'est un peu représente le gardien moderne d'aujourd'hui par rapport à sa façon d'être dans la cage, ce qu'il représente. Alors moi, pour moi, aujourd'hui, le fait qu'il soit en équipe de France titulaire, c'est mérité. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris des ampleurs, je veux dire, il fait partie des meilleurs. Voilà. Comme je l'ai dit, attention, hein, parce que ça a pu vexer aujourd'hui, moi, qu'on me demande si c'est le meilleur. Mais non pas qu'il s'est. Je dis non, parce qu'il faut respecter les Courtois, les Oblak, les Ter Stegen, les Neuer. Autre génération, oui. Voilà, qui sont encore en activité. Et je veux dire, ça fait des années qu'ils ont un niveau vraiment très, très impressionnant. Mike est en train d'y arriver. Parce qu'il a les qualités, parce qu'il a la personnalité. Donc moi, aujourd'hui, je pense que Mike, non seulement est titulaire en équipe de France, mais je pense qu'il fait partie des leaders de cette nouvelle génération équipe de France. Son charisme, le fait qu'il soit quand même très performant, il ne faut pas oublier, ça reste le plus important. Mais après, il y a tout qui s'enchaîne. Il s'est imposé dans un club comme le Milan AC, qui est une institution dans le football italien, et pas seulement. Donc voilà, par rapport à Mike, je pense que tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est mérité. Il faut savoir que Mike a commencé plus tard que moi quand même. Tu vois, il y a eu la période où ça a coincé au PSG. Il décide de se remettre en question, il va à Lille. Pam, Mike Maignan explose à Lille, il gagne le championnat. Tout se passe bien. On se rend compte effectivement que Mike Maignan a un potentiel énorme. Et après, il passe dans un grand club comme le Milan AC. Et puis là, je pense que voilà, il est dans sa dimension. Je pense que c'est le club qu'il lui faut aujourd'hui, un très grand club avec beaucoup d'ambition. Et puis voilà, donc ça, plus l'équipe de France, aujourd'hui, je pense que voilà, Mike fait partie sûrement des top 3 ou top 4 en Europe aujourd'hui. Et pour faire le lien avec un gardien d'un point de vue individuel, là, c'est totalement l'opposé. Un gardien qui est beaucoup critiqué, qui est italien, Gigio Donnarumma, exactement, qui est énormément critiqué, qui est malgré tout considéré comme évidemment l'un des meilleurs défenseurs de sa carrière, de gardien de sa carrière.
qui a un parcours évidemment tellement atypique. Hein. Il a presque déjà 7-8 ans de carrière, alors que il n'a que 23 ou 24 ans. Voilà. Mais alors, le fait d'avoir débuté. C'est très important de le souligner là, parce que bon, Oui. papa, c'est un sujet pareil, voilà, un peu épineux, mais on va discuter parce que Gigio, déjà, c'est un très bon copain. Ah bah c'est la Gigio, question que j'avais voilà, envie de te poser. Gigio, Est-ce alors, que faut tu le savoir connais que, personnellement? voilà, Gigio, on échange énormément, lui et moi, en privé, que ce soit après un bon match ou après un mauvais match. Il a besoin de m'entendre. Il a besoin de savoir parce que, bon, quand il était plus jeune, je faisais partie des gardiens qui s'est inspiré. Donc, ça fait énormément plaisir. On a un très bon rapport. Moi, je lui dis toujours les vérités, avec beaucoup d'objectivité. Maintenant, quand on parle de Donnarumma et objectivité aujourd'hui, c'est deux mots malheureusement qui sont à l'opposé. Les gens ne sont pas objectifs, surtout en Italie. Il faut savoir que Donnarumma, il a commencé à 16 ans Milan AC. On peut appeler ça un enfant prodige. Ça s'est très bien passé. Ensuite, il fait un choix, qu'on soit d'accord ou pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut respecter. Moi, j'ai eu mon point de vue parce que quand il le fait, il m'a demandé. Je lui ai dit ce que je D'accord. pensais, sincèrement. Voilà, après, il y a beaucoup de choses, hein, parce que c'est pas le seul. Voilà, il a des agents, il a plein de trucs. Il fait un choix. Malgré tout, PSG, je veux dire, c'est un choix. Fait partie des plus grands clubs d'Europe, le PSG. C'est le club français aujourd'hui, depuis quelques années. Pas de problème. Donc, voilà. Alors, Gigio Donnarumma, pour moi, fait partie des meilleurs gardiens. Effectivement, là, cette saison, je le vois très serein. Je le vois retourner à son niveau. Donc, ça me fait énormément plaisir. Mais on lui pardonne rien. Même des fois, quand il prend des buts que c'est pas sa faute, ben on lui donne la faute, tu vois. Donc je pense que à un moment donné, ça l'a touché. Je pense que c'est quelqu'un quand même ben, qui se remet en question. Je te dis, on discute beaucoup. Il le sait. Quand il fait une erreur, il le sait, il se remet en question. On en discute. Et je pense pas qu'il mérite ce traitement médiatique. Voilà, moi je pense que on va dire, c'est du harcèlement médiatique vis-à-vis de Donnarumma. Il le mérite pas parce que c'est quelqu'un en plus humainement d'extraordinaire. Très gentil, c'est un bon mec. Et il ne faut pas oublier, alors aujourd'hui, donc, je ne veux pas faire la comparaison parce que je pense qu'on n'a pas fait la comparaison, c'est deux gardiens différents. Mac Maignan, il a quel âge? Il a 28 ans aujourd'hui. OK. Et ça fait quoi? 4-5 ans qu'on va dire, qu'il joue au haut niveau et qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Gigio Donnarumma, il a 23 ans. Et ça fait au moins autant de temps qu'il est à ce niveau-là. Tu vois? Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être que Donnarumma a plus de mérite par rapport à son jeune âge et par rapport au fait que ça fait quand même déjà beaucoup d'années qu'il joue au très haut niveau malgré son jeune âge. Donc aussi à un moment donné, moi j'en ai parlé à la presse italienne à un moment donné, je me suis un peu mouillé, j'ai dit attention, là les supporters du Milan qui le sifflent, ça fait partie du jeu, c'est pas un problème, on a les épaules tellement larges et carrées théoriquement. Voilà. Par contre, moi ce que je ne cautionne pas, c'est quand Donnarumma porte le maillot de l'équipe nationale. C'est pas la même chose. Et qu'il est sifflé. Exactement. Là, on est en train de mélanger des choses. C'est pas la même chose. Représenter un club, tu pars du club, la façon dont c'est normal, j'ai envie de te dire, c'est normal. Pas de problème. L'équipe nationale, tu représentes ton pays. C'est plus une ville, c'est plus un club. C'est ton pays. Donc tous les supporters doivent l'applaudir et le respecter. Voilà, moi je me suis battu pour ça. Je me suis un peu mouillé, je me suis même fâché hein, parce que voilà, moi je trouve pas ça correct et il faut pas tout mélanger. Tu vois, Je donc ça partage c'est totalement ton voilà. avis. Et je dirais même que en Italie et même en France en général, depuis son arrivée au PSG, on a créé un cas Donnarumma avec notamment le jeu au pied qui a forcément influencé psychologiquement un jeune joueur parce que on le voit depuis presque 7-8 ans. Donnarumma au niveau, il a été lancé par Sinisa Mihajlovic il y a quelques années. Mais il faut pas oublier que c'est un jeune joueur encore. C'est dur d'entendre toutes ces critiques-là. Donc, il y a eu aussi, selon moi, un cas très injustement qui a été lancé et c'est dommage et tu fais bien de le dire les sifflets avec le maillot de la Squadra Azzurra notamment lorsque la nationale joue à San Siro c'est honteux. Tu ne peux pas encourager comme ça un jeune Ouais. joueur de ce point de vue-là. Je cautionne pas ça parce que c'est représenté, comme je te dis, il y a deux maillots. Le maillot quand il va jouer à San Siro avec le PSG en Ligue des Champions, c'est normal. Moi, je me suis fait siffler par les anciens clubs où j'ai. Mais c'est normal. Il n'y a pas de problème. Par contre, l'équipe nationale, c'est autre chose. Faut pas tout mélanger. Tu vois. Et là, tu me dis, voilà, le problème, c'est que là, aujourd'hui, on vit dans une. Il y a l'évolution du poste de gardien de but. Hein. Donc, effectivement, le gardien est vachement plus appelé à jouer au pied.
est plus sollicité. Aujourd'hui, c'est plus qu'un le dernier défenseur, ça peut devenir le premier attaquant. Voilà, il est beaucoup impliqué dans les phases de jeu. Donc effectivement, aujourd'hui, si tu me fais une comparaison entre Navas, sud-américain, une aisance avec ses pieds comme très peu, comme d'autres sud-américains sûrement, il n'y a pas de problème. C'est sûr que Gigio peut-être aujourd'hui n'est pas à la hauteur au niveau du jeu au pied de Navas. Mais Navas, à quel âge? Évidemment, 35 ans. Donc, oui. Exactement. Il arrive du Real Madrid, il a tout gagné avec le Real Madrid. L'expérience fait que, ben voilà, son charisme et tout, il n'y a, pas de problème. Mais il ne faut pas tout mélanger. Que je répète, Donnarumma a 23 ans. Il a encore une marge de progression qui est énorme, selon moi. Tu vois, donc ça aussi, tu vois, mais ce qui se passe en fait, tu sais c'est quoi le problème? C'est qu'avec les contrats qu'ils font aujourd'hui dans ces clubs-là, où c'est qu'il n'y a pas vraiment de projet et il n'y a pas de problème d'argent, le problème c'est que je me mets aussi à la place du supporter du PSG. Avec le salaire qu'il a, ben, ils se Évidemment. disent on n'a pas à attendre, on lui pardonne pas une erreur. Tu vois, donc malheureusement, c'est le système foot aujourd'hui qui est devenu un peu comme ça. C'est malheureux. Alors c'est malheureux. Après, forcément, mais ça fait partie du jeu. Hein, mais comme je te dis, je pense que Gigio a été impacté, je pense, les 2 premières années au PSG. Et là, sincèrement, je le vois serein, je le vois solide, je le vois très performant, ce qui est le plus important. Donc je pense que c'est très important pour lui qu'il ait trouvé cet équilibre, parce qu'il le mérite. Alors, tu parlais, ça m'a interpellé. Tu parlais de ce poste de gardien. Moi, j'ai noté une statistique justement avant cette interview. J'ai pris la dernière journée de Serie A. Il y a eu 5 pénaltys manqués lors de cette journée de Serie A. Arrêtez, pas manquer, Arrêtés, pardon, arrêtez. arrêtés. Tu fais bien de le dire. 5 pénaltys arrêtés, ce qui est quand même très 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 positif. Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui en Italie, il n'y a plus forcément des grands noms en termes de gardiens, mais selon moi, il y a des très bons gardiens. Mike Maignan, Chesney, il y a Yann Sommer qui fait une saison fantastique avec l'Inter, avec ce Exactement. fameux penalty arrêté sur Nico Gonzalez de la Fiorentina. 5 penalties arrêtés. Est-ce que selon toi aujourd'hui, non pas en Italie, mais dans le football en général, le poste de gardien a été facilité? Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile d'être gardien par rapport à l'époque ou pas du tout? Alors, plus facile, non, parce que je pense que chaque génération a ses difficultés. Comme je te dis, là, aujourd'hui, le gardien est vachement plus impliqué dans les actions, même des fois trop, à mon goût, tu vois. Moi, je fais partie d'une génération, je pense que j'étais un peu, et c'est un préparateur à Coverciano, c'est qui font passer tous les tests, qui a fait un cours et qui me l'a envoyé, où c'est qui met en avant le fait que moi, avec Parme, avec Prandelli, on était un peu les pionniers. Je commençais, moi déjà, on commençait parce que Prandelli l'exigeait. Hein. Prandelli qui était un très très grand entraîneur, tactiquement très très préparé. Le souci du détail, c'est vrai que c'était très important. Et moi déjà, on commençait. Tu vois, donc c'est vrai que j'étais un peu un des pionniers en Italie par rapport à ça. Maintenant, faut ça. Alors moi déjà, il y avait déjà pas mal d'images, mais pas autant qu'aujourd'hui. Les informations qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est super utile, c'est super important. Les séances vidéo, tu as tout type d'action, sous tout type d'angle. On va dire, tu peux vraiment aujourd'hui, tu peux vraiment étudier. En plus que travailler, tu peux étudier. Et c'est très important ça. C'est des prises d'infos en plus qui font que Yann Sommer a arrêté le penalty plutôt que l'autre a arrêté le penalty. C'est les infos qu'on te donne en plus. Après, libre arbitre à toi de choisir, de faire tes choix, d'assumer. Mais c'est vrai que tu as beaucoup d'infos aujourd'hui en plus, tu vois, et c'est très intéressant, c'est très important. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gardiens, parce que tu vois, au départ, tu dis, moi aussi, j'ai entendu Nico Gonzalez, alors il a été très mal tiré le penalty, on est d'accord, hein, mais il l'a pas loupé. C'est le gardien qui l'a Il les arrêté. tire toujours comme ça. Nico Gonzalez Voilà. touche toujours de cette manière. Hein. Exactement, exactement. Donc, moi, pour moi, quand un gardien arrête le tir, qu'il soit tiré bien ou moins bien, c'est le gardien qui l'arrête, c'est pas le joueur qui le loupe. S'il tire au-dessus ou s'il tire en dehors de la cage, effectivement, il a loupé. Mais quand le gardien intervient, moi, le mérite vos gardiens. Et pour terminer sur l'aspect de ce poste de gardien, on sait qu'aujourd'hui, médiatiquement, surtout pour les journalistes, c'est toujours compliqué de noter un gardien parce que c'est un poste à part. Il y a toujours cette difficulté à se dire est-ce qu'il a fait un bon match ou pas, etc., etc. Est-ce que toi, en tant que gardien, médiatiquement, tu penses que ce poste-là, il est un petit peu tronqué, que la presse se loupe souvent sur comment noter, comment juger Voilà. un gardien? Voilà. C'est pas le fait de ne pas savoir comment noter.
c'est un poste qui est tellement spécifique, tellement particulier, et il y a tellement de facteurs dans un but pris qui rentrent en compte pour Exactement. dire qu'il y a une erreur ou pas, que c'est compliqué de juger, on va dire. Et malheureusement, beaucoup de médias, et là j'interpelle aussi les médias italiens, beaucoup de journalistes se disent experts dans le poste de gardien de but. Moi, je vois les analyses, je vois les commentaires et les notes. Allez, sur 10, s'il y en a un qui sort du lot, c'est déjà énorme. Tu vois, donc c'est la facilité de noter un but. Voilà, on voit, allez, pour moi, une erreur. Je mets une erreur, je le note, voilà, je dis ça. Et puis, on en reste là. L'analyse n'est pas spécifique. Tu vois, et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à approfondir, tu vois, dans l'analyse spécifique d'un match. Alors après, les préparateurs de gardiens, je sais qu'ils le font énormément, ça. Ils le font énormément. Donc, c'est très important. Je vais citer Gianluca Spinelli. Donc, je vais te dire qui c'est. Donc, il a été avec Conte. Je l'ai eu, c'était mon entraîneur de gardien à Gênes. Donc, c'est un phénomène sous tout point de vue, hein. Humainement et sportivement extraordinaire. Donc, il est parti au PSG après avec Gigi Buffon. Ok. D'accord. Voilà, donc c'était l'entraîneur de gardien de PSG jusqu'à l'année dernière. Et donc, l'entraîneur de gardien de l'Inter. Et moi, il n'y a pas de secret. Déjà, moi, Yann Sommer, c'est un gardien qui me plaît quand même, que j'ai suivi ces dernières années, que ce soit avec l'équipe nationale suisse ou son club en Allemagne. C'est un gardien qui a toujours été constant, performant. Puis là, je pense que ça, plus avoir un entraîneur de gardien comme Gianluca, fait qu'il est en train de faire une saison. Il en est, je crois, son 19e clean sheet. C'est énorme. Exactement. Alors, C'est c'est pas, on va dire, c'est le mérite un peu de tout le monde, du côté défensif, des défenseurs, du milieu défensif. Il n'y a pas de problème. Mais bon, un gardien, quand il ne prend pas de but, il faut aussi reconnaître qu'à un moment donné, il est là aussi, quoi. Tu vois. Et donc, je Yann pense qu'il y a. Sommer a un taux d'arrêt juste impressionnant. C'est le plus élevé en Europe. Ben voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de secret. Je pense que Gianluca Spinelli lui donne cette sérénité, parce que je l'ai vécu personnellement. C'est pour ça que je le dis. Cette sérénité, cette approche au match, la gestion émotionnelle pendant les entraînements, qui fait qu'avec son expérience, je veux dire, aujourd'hui, ben, il fait partie des meilleurs. Il faut dire ce qu'il y a. Les statistiques, de toute façon, le disent. Et c'est mérité. Et c'est normal. Alors, je vais revenir rapidement sur l'aspect en France. La principale question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que toi, durant ta carrière, parce que peut-être peu le savent, est-ce que tu as eu des opportunités de revenir en France? Parce que quand tu as quitté Cannes, il faut le savoir, tu n'es plus jamais revenu en France. Tu as terminé ta carrière en Turquie, mais sinon, tu as fait toute ta carrière en Italie et dans des clubs qui sont quand même très, très importants. Est-ce que malgré tout, tu as eu des opportunités de revenir en France? Et est-ce que tu as eu des regrets de ne pas être revenu en France durant ta carrière? Opportunité, oui. Regret, absolument pas. Je faisais partie du meilleur championnat d'Europe, Ouais. sincèrement, pour ma progression. Et puis, on en revient au même. Je suis le respect, le fait que je sois quand même, je faisais partie des meilleurs. Et quand on fait partie des meilleurs dans un championnat où c'est que tu te joues le titre du meilleur gardien avec Buffon, avec Dida, avec Peruzzi, avec Julio César, Oh là là. j'en oublie peut-être un ou deux encore. Je pense que si tu fais partie de ces grands-là, je pense que tu fais partie du top, au moins en Europe. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir chercher ailleurs. Bah, je tiens à le préciser parce que peut-être qu'aussi encore beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Sébastien Fraisse, c'est quand même le huitième gardien le plus capé de l'histoire de la Serie A. Le huitième gardien le plus capé de l'histoire de la Serie A. Je précise, il n'est pas italien, Le quatrième joueur, je crois, il me semble, avec le plus de présence étrangère, hein, pardon. étranger, Ouais, exactement. étranger. Dans Donc, une époque où le calcio était, voilà, je n'ai même pas de mots pour vous décrire, où, pour exemple, les gardiens concurrents, c'était des Gigi Buffon, des Dida, comme tu l'as dit, et un peu et, plus tard des et, Julio César. et je vais te reposer une question qui reste pour moi très emblématique de cette génération-là. Combien, à part moi, combien de gardiens français se sont imposés dans le championnat italien à l'époque? Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a aucun. Aucun. Moi, j'ai souvenir d'aucun Français. C'est un Voilà. championnat très conservateur parce qu'il y avait Oui. beaucoup d'Italiens, bah, Peruzzi notamment Non, aussi, Pagliuca. il faut dire quand même ce qui est l'école de gardien de but italienne, je pense qu'elle a toujours fait partie des meilleures au monde. Et comme tu dis, en Italie, je pense qu'à un moment donné, il n'y avait même pas besoin d'aller chercher bien loin. Ah, pardon, Toldo.
Ah, évidemment, on n'a pas Alors, cité Toldo. Exactement. Buffon, Toldo, Peruzzi. Alors attends, de gardien italien, Gianluca Pagliuca. Pagliuca. Tu sais, si tu vas regarder, tu te dis, ah ouais, quand même, quoi. Et en plus, avec des étrangers comme moi, comme Dida, comme Julio César, comme peut-être d'autres Et gardiens tu qui avais des sont très bonnes doublures. Moi, je me rappelle d'une doublure, Storari, Marco Storari, qui a jamais été reconnu à sa juste valeur, mais il me semble qu'il a joué à la Juve, d'ailleurs, doublure de Buffon, mais qui était un très très grand deuxième gardien. Donc même les deuxièmes gardiens en Italie avaient Mais cette comme faute. là, tu vois, comme je vais te citer Mattia Perrine. Et Perrine, Mattia Perrine. Mattia Perrine, pour moi, alors après, chacun fait ses choix, il faut le respecter. Mais Mattia Perrine, pour moi, le potentiel d'être gardien numéro un, alors peut-être pas dans les trois top clubs, mais en dessous, il a sa place de partout pour moi. Et il fait un choix, donc voilà, faut le respecter. Moi, j'aurais pas fait ce choix et je lui avais dit, il me dit, écoute, je suis dans un des meilleurs clubs. À chaque fois que j'ai l'opportunité, ça se passe bien, je confirme. Il est traité comme un grand joueur, donc il se sent un peu chez lui. C'est très bien, c'est des choix. Il faut l'accepter, il faut le respecter. Mais tu vois, donc tout ça fait que. Alors, pour revenir à ta question, alors oui, ça m'est arrivé 3 fois. Donc, l'année où je pars à l'Inter de Milan, de Cannes à l'Inter de Milan, j'aurais pu signer à l'Olympique de Marseille. D'accord. Donc, les raisons que ça ne s'est pas fait, pareil, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, je pense que ça va piquer un peu. Ce sera dans le livre. Voilà. Ensuite, l'année où je pars de Florence, j'étais en négociation avec le Paris Saint-Germain. Mais c'était une négociation voilà, qui devait durer longtemps. Moi, je n'avais pas envie d'attendre ma vie privée, j'étais en plein divorce, j'avais vraiment envie de changer d'air et j'étais pas en condition d'attendre. Donc, en fin de compte, ça se fait pas. C'est l'année où ils prennent Sirigu. Voilà. Et puis, en fin de carrière, après mes 2 ans en Turquie, je décide d'arrêter, de mettre un terme à ma carrière. Et écoute, j'ai un coup de téléphone, très surprenant. Ghislain Printemps, monsieur Ghislain Printemps, un monsieur du football français, je tiens à le préciser. Donc il m'a appelé, il m'a dit Seb, écoute, je suis à Bastia. Donc j'ai vu que tu es. Il me dit n'arrête pas, j'ai besoin de toi. Est-ce que ça te ferait plaisir de partir dans cette aventure avec moi? Ton expérience va me donner un coup de main, va donner un coup de main à tout le monde. Et je ne te cache pas que malgré que j'avais pris ma décision d'arrêter, je suis pas loin, c'était pas loin de chez moi, j'habite sur les hauteurs de Nice. Je me suis dit, écoute, peut-être pourquoi pas finir où j'ai commencé, c'est-à-dire en France. J'y ai pensé. Je me suis posé, j'ai réfléchi. Donc, bon, on avait même parlé du contrat. Ça aurait été un contrat de 2 ans. L'ironie du sort, et là je me dis le destin, ben, écoute, des fois, fait sûrement bien les choses. La veille que je dois prendre l'avion pour partir à Bastia, donc pour visiter les structures et signer le contrat, Bastia est bloqué par la DNCG. Donc, Décidément, le foot français ne voulait pas non, ces mais bons. là, tu vois, ça m'a fait rigoler. Donc, forcément, Ghislain Printemps m'appelle, il me dit Seb, écoute, ça va être long prévu. J'ai dit écoute, Ghislain, fais comme si j'avais accepté. Je te remercie. Tu as tout mon respect pour avoir pensé à moi. Je pense que c'est un signe, là encore, de repartir. Attends, on ne sait pas ce qui va se passer. Sincèrement, Ghislain, psychologiquement, je suis arrivé vraiment au bout. Donc, écoute, on va dire que c'est le destin. On va en rester là. Tu as mon respect. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Tu peux m'appeler. Je te remercie. Bonne chance pour ton aventure. Et puis voilà. Puis du coup, j'ai dit, bon, on va en rester là. Ah ben, c'est une fantastique histoire. Je pense que c'est des indiscrétions que tu n'as pas forcément toujours dit à la presse. Donc, Non, je pense que beaucoup de personnes vont le découvrir, notamment ce passage sur le PSG que je ne savais pas. Tu vois, remplacé à l'époque de Sirigu. Donc, c'était un PSG totalement en construction, début de exactement. l'époque Qatari, hein. Exactement. En contact avec Leonardo. Donc voilà, c'était. Donc je crois qu'il y avait cette époque-là, il y avait Douchez, en fait, il fallait qu'ils arrivent à trouver pas mal de trucs pour se libérer de gardiens. Bah, 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 et c'était, on va dire, ça devait prendre du temps, tu vois. Et donc, je me sentais pas d'attendre. Et puis, le président de du Genoa m'a appelé. Il m'a convaincu de suite. Donc j'ai dit, je pense que c'est le meilleur choix que je puisse faire à ce moment-là.
Et puis pour terminer l'aspect du foot français, moi j'avais une question à te poser. On sait que forcément, t'as pas eu toujours ta chance en France, etc. Même en équipe de France, où il y a d'autres gardiens qui sont passés avant toi en tant que numéro un. À l'époque, tu as eu quand même, au tout début de ta carrière, c'était Fabien Barthez, tu as eu Landreau, Grégory Coupet, jusqu'à arriver à Lloris. Est-ce que tu as eu finalement des regrets finalement de ne pas être arrivé jusqu'à cette position numéro un? Et est-ce que tu te sentais meilleur finalement que ces gardiens-là? Parce que c'était un moment où tu étais l'un des meilleurs gardiens de Serie A, tu performais, tu étais dans une époque où il y avait, on l'a dit, une concurrence dingue, et malgré ça, tu n'étais pas titulaire, sans enlever évidemment le travail de ces autres gardiens, mais dans l'un, voire le meilleur championnat du monde à cette époque, malgré ça, tu n'étais pas numéro un en Ligue 1. Est-ce que tu te sentais en équipe de France, est-ce que tu te sentais meilleur qu'eux et est-ce que tu as eu des regrets finalement de ne pas avoir obtenu cette place de numéro un? Alors, je vais te dire de suite, tu m'en as cité quatre. Alors, même si Hugo est arrivé juste après, tu peux mettre Mandanda parce qu'à Aussi l'Euro, Mandanda. à l'Euro 2008, en fait, Steve est venu en troisième avec Greg et moi. Donc, je pense que lui, il a commencé juste un peu avant Hugo. Et après, bon, la génération Hugo-Steve, ben moi, j'étais plus là. Donc, après, beaucoup de respect par rapport à leur parcours international énorme. Mais ça ne m'appartenait plus, tu vois. Donc, c'est leur histoire à eux, tu vois. Donc, alors, écoute, on va de suite enlever l'épine. Si tu me parles de Landreau, je te dis oui. Pour moi, j'étais supérieur à lui. Médiatiquement, il y avait deux traitements complètement différents. Voilà. Un qui était dans le moule, vraiment presse française, toujours dans le sens du poil, caressé. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, c'était même pas loyal. Parce que depuis les espoirs, en fait, que ça se passait. J'ai eu ce problème avec lui. Tu vois. Donc, il n'y a pas que le côté sportif, il y a le côté humain qui rentre en compte. Tu vois. Donc, des choses que je raconterai aussi voilà, dans le livre. Ça n'a jamais été correct. Ça n'a jamais été franc-jeu. Donc, lui, effectivement, je te dis sans aucun problème, oui. Oui. Je me suis toujours senti supérieur à lui, tout le temps. Voilà. Donc, après, ben, les faits, voilà. Mais ça, quand ça ne dépend pas que de toi, après, c'est où tu l'acceptes ou pas. Je l'ai accepté jusqu'à un moment donné. Puis après voilà, quand j'ai pu accepter, j'ai tout arrêté. Alors, après, tu as Fabien. Alors, il faut savoir, Fabien Greg, moi, c'est deux personnes que je respecte beaucoup. Greg, c'est un copain. On va dire, me sentir supérieur, non. Par contre, je me suis jamais senti inférieur à eux. Tu vois, c'est profond ce que je dis, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de respect vis-à-vis d'eux. Jamais je me suis mis en avant au niveau médiatique pour dire ouais, je veux, parce qu'ils ont tout mon respect. Alors Fabien, c'était donc ma première sélection, d'ailleurs je l'ai là, c'est en 2004, novembre 2004. 2004, oui. Ouais, c'est France-Pologne, parce que j'ai le maillot qui est accroché. Donc Fabien était blessé, donc c'est Greg, et puis moi je suis donc sur le banc, je crois, avec peut-être Landreau, il me semble. Après j'ai côtoyé un peu, je crois, Ulrich Ramé, tu vois, j'en ai côtoyé quelques-uns dans mon parcours. Malheureusement, en 2006, en janvier, je me pète le genou, donc je ne peux pas faire partie du groupe, du potentiel groupe pour partir à la Coupe du Monde. Donc je reviens juste après, et donc après je reviens en équipe de France. Donc Fabien c'est un peu, on va dire, de équipe de France, c'est un peu une icône. On va dire, c'est le gardien de France 98, Euro 2000. Je pense que ces deux compétitions-là, pour moi, Fabien était le meilleur. Il l'a prouvé, je veux dire. De toute façon, dans toute génération gagnante, si tu n'as pas un grand gardien, tu ne gagnes pas. Donc 98, la France a un grand gardien. 2000, ils ont un grand gardien aussi. Donc moi, pour moi, Fabien, déjà, il mérite le respect par rapport à ça. Tu vois, donc ça sert à rien de rentrer dans un système. C'est pour ça que je te dis, si je me sens plus fort, non. Mais par contre, je ne me sentais pas inférieur. Par contre, Fabien avait un aura en équipe de France énorme et à juste titre. Donc, tout ce qui s'est passé avec Fabien, vis-à-vis de moi, je parle, c'est normal. Après, il y a eu des problèmes avec Greg. Voilà, Greg qui est un très bon copain, pour moi, un très bon gardien. Pareil, moi, quand j'arrive, c'est Greg le numéro un. Je ne me sens pas forcément inférieur à Greg. Mais Greg, par rapport à son parcours avec Lyon, il gagne le championnat chaque année. Ils arrivent au moins en quart de finale Ligue des Champions. Très performant. Capitaine de Lyon. Sincèrement, tu rentres dans un moule équipe de France, c'est normal et c'est mérité. Donc ça, tu vois, autant ça, je l'accepte.
Et c'est ce qui fait sûrement qu'aujourd'hui, avec Greg, on est très proches. C'est que je sais que même si j'aurais dû prendre la place de Greg à un moment donné, Greg, il ne m'aurait pas fait chier. On échangeait beaucoup après les matchs, lui et moi, tu vois. C'est super d'avoir des rapports comme ça entre gardiens, parce que je pense que ça devrait être tout le temps comme ça. Après chaque match en équipe de France, à domicile, au Stade de France, avant de prendre le bain pour se relaxer, machin, on se but lui et moi une bière, tu vois. Non, mais sérieux, et on faisait le débrief du match, lui et moi. Il me demandait ce que j'en pensais. Moi, je lui disais mon point de vue. Et tu vois, et on échangeait. Et ça a toujours été très constructif avec Greg. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de problème. Puis moi, quand je parle de Greg, sincèrement, parce que mon parcours en équipe de France est pratiquement tout le temps avec lui. Moi, quand je parle de Greg, ben, je le mets en avant. Footballistiquement, c'était un très grand gardien français. Et humainement, il est extraordinaire, Greg. Humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc c'est pour ça que, tu vois, malgré tout, j'ai eu la chance quand même de rencontrer des gens comme ça. Tu vois, en plus, sûrement d'autres personnes en sélection, mais on était tout le temps ensemble avec Greg, tu vois. Et on a passé de très bons moments. Donc ça, je l'ai accepté. La personne que je t'ai citée avant, non, j'ai jamais accepté parce que ça n'a jamais été franc jeu et ça n'a jamais été loyal. Donc ça, je ne peux pas l'accepter, tu vois. Par contre, les autres, je l'accepte, il faut savoir. Donc moi, mon ressenti, c'est que j'étais inférieur à personne à ce moment-là, mais pratiquement personne au monde, je pense. Les trophées personnels, je pense que peuvent le certifier. Mais par contre, il faut être intelligent, il faut être humble à dire, ben, s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il est à sa place. Et il le mérite. Mais ce n'est pas parce qu'il le mérite là maintenant. Greg, il a gagné je ne sais pas combien de championnats avec Lyon. Fabien, pour moi, en sélection, tant qu'il était là, ben, que ce soit bien ou pas bien, il était intouchable. C'est normal. Et j'ai jamais remis en discussion ça, au contraire. Bon, faut comme ça, c'est respecter un clair. peu faut respecter le palmarès, le vécu, tu vois, le charisme et ce qu'a représenté certains joueurs en portant le maillot équipe de France. Bon, je te fais une petite provocation parce qu'il y a l'Euro qui arrive. France, Italie, admettons qu'il y a de nouveau cette confrontation. Pour quelle équipe sera Sébastien Frey s'il y a un match Italie-France? Ah ben écoute, je suis désolé, je pense que la provocation, elle va pas être. Tu m'aurais posé cette question il y a quelques années en arrière, ça aurait été différent. Là, la génération de l'équipe nationale d'Italie, c'est une génération qui ne m'appartient pas. Je connais pratiquement personne, à part Gigio et peut-être trois quatre. Pas forcément beaucoup d'affection, mais parce que je ne connais pas, en fait. Alors qu'en équipe de France, ben, je pense que déjà, on est les plus forts. Là, cette génération-là, et depuis 2018, pour moi, c'est une génération qui est monstrueuse, qui est hors norme. Même un C'est-à-dire petit peu avant. Hein, des même un... jeunes joueurs, ça fait des années qu'ils sont dans un moule ensemble. Des jeunes joueurs, attends, il faut citer Papy Giroud aussi. Hein. Olivier Giroud, pour moi, ce qu'il fait, c'est il est rentré déjà dans l'histoire de l'équipe de France. Pareil, tu vois, le parcours d'Olivier, ben, des fois, ça m'a fait un peu rager. Olivier Giroud, il a toujours marqué en sélection, il a toujours été critiqué. À un moment donné, je me suis dit, putain, mais pourquoi? Le mec, il joue, il est au service de son équipe. C'est un gros bosseur sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le meilleur ou il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, avec toutes les monstres sacrés qu'on a eus. Et le mec, quand il joue, la plupart du temps, il se fait siffler. Mais pourquoi? C'est une question. J'espère qu'on te répondra ben, là sur la chaîne. C'est une question. J'aimerais bien avoir beaucoup de réponses pour pouvoir comprendre. Parce que sincèrement, Olivier, en plus, c'est pas une grande gueule. Un professionnel hors norme, on est en contact beaucoup. Hein. D'ailleurs, il m'a offert contre Gibraltar ce fameux match de volleyball plus que de football. 13-0, ouais. Voilà. Donc, il m'a offert son maillot parce que c'était à Nice. Donc, il m'a offert son maillot. Donc, je l'ai là derrière. Ça m'a fait super plaisir. Mais Olivier Giroud mérite tout le respect de ce monde par rapport à ce qu'il a fait en équipe de France. En parlant d'Olivier Giroud, Olivier Giroud joue en Italie, il performe avec Milan. Bon, ça, il est en fin de contrat, on verra ce qui se passera. Je vais passer à la partie foot italien parce que c'est 95% de ta carrière professionnelle. Moi, j'aimerais que tu me racontes, et là, ça va être surtout une partie d'anecdote. Tu arrives très tôt dans un immense club qui est l'Inter.
il y a des légendes de partout. Tu regardes à droite, tu as Ronaldo, tu regardes à gauche, tu as Zanetti, tu regardes devant, tu as Baggio, par exemple. Euh, si tu as une anecdote à me dire de ton arrivée à l'Inter quand tu vois toutes ces légendes, et il y en a beaucoup que j'ai évidemment pas citées, hein. J'ai cité trois Oui, grands noms comme ça, mais oui. évidemment. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager, sachant que tu as fréquenté quand même des monstres sacrés? Ouais, ben, anecdote. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, Oui, beaucoup. Et je te dis ça, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, tu vois. Donc, moi, quand je suis arrivé, il y avait la Coupe du Monde. Donc, ben, faut savoir qu'à l'Inter, quand il y avait la Coupe du Monde, les trois quarts de l'équipe étaient à la Coupe du Monde. évidemment. Donc, on n'était pas beaucoup. J'étais avec Benoît Coué, on a passé beaucoup de temps. Benoît Coué m'a énormément aidé dans l'introduction du foot italien et puis l'apprentissage de la langue. Benoît était un peu un papa, hein. Donc, je le remercie beaucoup, hein. Ça a été quelqu'un, humainement parlant, d'extraordinaire. S'il n'était pas obligé, mais en tant que Français, il m'a pris sous son aile. Et c'est vrai que ça a été moins compliqué, on va dire, l'apprentissage, surtout de la langue et puis footballistiquement, il me donnait un coup de main. Non, c'était, regarde l'anecdote pour te dire à quel. C'est pas forcément. Des fois, quand tu vois les monstres sacrés, là aujourd'hui Messi, Cristiano Ronaldo, mais avant c'était Ronaldo, les Zizou, et les Del Piero derrière, tout ça, d'ailleurs, qui parle dans mon livre, hein. Ça va être très, Juste très. pour vous dire, voilà. Voilà, c'est pas mis tant d'autres. Donc, donc on arrive la semaine d'avant Noël. Et forcément, les matchs, Ligue des Champions, bah, on est tout le temps au centre d'entraînement à Dapiolo Gentile. Et un matin, on voit arriver deux camions de Nike. Mais les camions Nike, tu sais, orange avec la virgule blanche. L'Inter est sponsorisé par Nike, mais en général, le matériel, il ne le recevait pas comme ça. Tu vois, c'était d'autres camions. Donc là, on se dit, waouh, Nike, waouh, waouh. Bref, on va s'entraîner. On revient de l'entraînement, on rentre dans le vestiaire. Sur chaque place de joueur, tu avais une paire de chaussures de basket édition limitée, signé par Ronaldo, un t-shirt R9, une casquette et la montre Nike de l'époque. Il faut savoir que la montre Nike de l'époque, elle était introuvable. C'était comme avoir une Rolex aujourd'hui. Et même dans le commerce, ils donnaient ça qu'aux professionnels. Tu ne pouvais même pas l'acheter, je crois. Et on avait chacun ce pactage. Donc, on rentre dans le vestiaire, on dit, waouh, qu'est-ce que c'est Nike et tout. Et le magasinier nous dit, non, non, c'est pas Nike, les gars, c'est Ronaldo. Avant les fêtes de Noël, il vous a fait un petit cadeau. Donc, il appelait Nike. Et il vous offre ça à chaque joueur. Putain, tu te dis, mais le mec, c'est une star mondiale. Je veux dire, tu te dis, il n'a même pas de temps à perdre avec ça. Non, non, il a quand même pensé à faire un petit cadeau. Alors, pour lui, un petit cadeau, c'est vrai que pour nous, enfin, pour moi, à 18 ans, énorme. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et voilà. Et c'est vrai que tu vois ça, tu te dis, Ronaldo, à l'époque, il est sur le toit du monde. C'est le meilleur joueur au monde. Blindé, je veux dire, sponsor de partout, sollicité de partout, une star mondiale. Il a quand même pensé avant Noël à faire un cadeau à tous ses coéquipiers. Mes coéquipiers, magasiniers, kinés, docteurs. Et là, c'est vrai que tu regardes ça et tu te dis waouh. Et tu apprends. Tu te dis si un jour, moi, je deviens quelqu'un d'important, eh ben, c'est un exemple. Et c'est un peu. Alors, chacun a ses propres dimensions, tu vois. Après, moi, quand j'étais capitaine à Parme ou à Florence surtout, ben pareil, à Noël, je faisais en sorte de, tu vois, mais que ce soit un petit iPod, que ce soit un truc, je faisais en sorte de faire un cadeau à tout le monde dans le vestiaire. Et sûrement ça, inconsciemment, ça m'était rentré à l'époque grâce au phénomène derrière, tu vois. Et c'est magnifique parce que des fois, tu regardes, tu te dis, ouais, mais lui, c'est une star, il se la raconte. C'est pas forcément les plus connus qui se la racontent, tu vois. Je pense et Ronaldo en est l'exemple, mais je peux t'en citer plein. Roberto Baggio, on est en contact aujourd'hui permanent. Je deviens en 2006 bouddhiste, un J'allais peu t'en grâce, parler. voilà, un peu grâce à lui. On a la même blessure. Toute notre carrière est remise en discussion, donc je l'avais côtoyé à l'Inter. Et on en avait discuté, mais de loin. Moi, j'étais un minot à l'Inter quand il était, lui, Roberto Baggio à l'Inter, c'était une star mondiale. Moi, j'arrive, j'ai 18 ans, j'ai même jamais joué encore en Italie. J'ai fait une saison en Pro A4. Et alors, par rapport à lui, Ballon d'Or, bref. Et en fait, ce qui m'avait marqué de chez lui, c'est malgré les souffrances, parce que lui, pareil, des balafres de partout, le genou reconstruit, hein, comme le mien, le mec, il arrivait toujours souriant et toujours solaire.
tu vois. Et ça, c'est par rapport aux autres. Ça, en fait, ça m'avait marqué, tu vois. Et l'ironie du sort, le destin fait que ben, je me retrouve dans cette situation et je l'appelle. Donc lui, il, il était déjà au courant, même si on ne s'était pas appelé. C'était sorti dans la presse de partout. Et il me dit, j'étais sûr que tu allais m'appeler. Tu t'imagines? Et là, j'ai dit, oh punaise. Et donc, bref, après, on a échangé. Il m'a donné son point de vue. Voilà. Puis après, on va dire, j'ai commencé un parcours spirituel un peu comme le sien. Et ça m'a changé ma carrière, ça m'a changé ma vie. Donc, bon. Et ça vient d'une star interplanétaire comme Roberto Baggio, qui encore aujourd'hui, avec une humilité, on a fait des événements en Chine, on était ensemble. Là, on échange énormément par téléphone. Il est très loin du monde médiatique, hein, faut le Non, préciser. non, mais Baggio, lui, très très lui, je vais te loin. dire, c'est mon exemple. Il a tout compris, lui. Mm. Parce que autant quand tu es joueur de foot, tu dois rendre des comptes à beaucoup, surtout des joueurs comme Baggio, les médias, les sponsors, les clubs, l'équipe nationale, ton pays. Et c'est vrai que lui me le dit encore aujourd'hui, malgré beaucoup de spiritualité, le penalty de 94 encore, il n'a pas digéré. Tu vois. Et pour te dire, il en a gagné des trophées après quand même. Et il a été ballon d'or encore, tu vois. Mais par contre, ça, ce qui s'est passé à ce moment-là, il a toujours pas digéré. Donc ça veut dire que le mec, il est encore super humain, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui l'a énormément touché. Et encore aujourd'hui, quand il en parle, il dit, celle-là, elle n'est pas passée encore. Tu vois. Alors, on a parlé de l'Inter, mais tu vas avoir d'autres clubs, Vérone, mais il y a un autre club sur lequel moi, je me suis toujours posé une question, c'est à Parme. Tu remplaces un monstre, je ne sais même pas s'il y a des mots, personnellement, opinion personnelle, le plus grand gardien de tous les temps, Gigi Buffon, une statue, un monument. Tu remplaces Gigi Buffon. Est-ce que ça a été la plus grande pression? Tu étais très jeune à ce moment-là. Est-ce que ça a été la plus grande pression de ta jeune carrière de te dire ah ouais, je vais à Parme remplacer quand même Buffon? Ben non, parce que alors le contexte, je te remets en situation. Donc Gigi de Parme part à la Juve. Ouais. Le Et moi, transfert au corps à l'époque. voilà, moi de l'Inter, j'arrive à Parme. Donc je suis quand même déjà en position. Je jouais à l'Inter de Milan, titulaire. Donc déjà ça, sincèrement, ça me met, on va dire, je suis quand même serein. C'est moi qui décide de partir de l'Inter. Et à aucun moment, je me suis en fait posé cette question, tu vois, parce qu'elle elle était même pas d'actualité. En plus, on avait le même sponsor technique à l'époque de Gand. Donc, on a fait on se voyait énormément, forcément, en dehors du truc, tu vois. Mais sincèrement, ça m'a. Et le fait ben, qu'on ne me l'a jamais fait peser, surtout. Parce que ça aurait pu être les médias qui disent ah, attention, Buffon s'en va. Et en fait, je suis arrivé à Parme. Le fait que mes prestations ben, étaient quand même de suite bonnes, ben, en fait, on n'a jamais fait la comparaison. On me l'a jamais fait peser ce truc-là, donc c'est sûr que ça a été aussi important pour moi, le fait qu'on me fasse la comparaison, parce que c'est vrai que des fois, tu sais, les comparaisons, en plus, gardien italien, international italien, c'est sûr que la comparaison, elle aurait pu, tu vois, faire mal. Et ils l'ont jamais fait. Alors sûrement parce que je pense que j'ai été à la hauteur, et puis voilà. Donc, non, franchement, pression de ce point de vue-là, zéro. Quand je suis arrivé, pour te dire, j'y ai même jamais pensé un instant. Ah merde, putain, je remplace Gigi. Franchement, c'est pas une question que je me suis posée en fait. J'ai Mais peut-être sûrement pas eu le temps. vous êtes quasiment de la même génération, mais t'as des liens forts avec Gigi, qui aujourd'hui, évidemment, qui a une autre place, évidemment, avec la nationale. Mais il a fait toute sa carrière en Italie, quasiment toute sa carrière, après un passage évident en France. Mais t'as des liens forts avec Buffon, qui évidemment, là aussi, on parlait de Baggio tout à l'heure d'un point de vue offensif. Gigi, d'un point de vue des gardiens, même je pense que pour tous les gardiens aujourd'hui, c'est un exemple, et pour les plus jeunes aussi. Exactement. Non, Gigi, on est très, très potes. Alors, il faut savoir que Gigi a un rapport avec le téléphone portable très compliqué. Ah, Tu vois, j'ai croisé sa femme, j'ai fait un événement, c'est sa femme qui présentait, sa femme, une présentatrice présentatrice de Sky à très, très l'époque. connue, une très belle femme, très gentille. Vraiment, c'est quelqu'un d'adorable. Et on se connaît parce qu'elle m'a interviewé je ne sais pas combien de fois, donc forcément, tu vois. Et je lui avais envoyé un message à Gigi, je baissais croix quand il annonçait
sa retraite, je crois, un truc comme ça. Et je lui ai dit, Laria, je lui ai dit, putain, mais tu peux lui dire à Gigi quand même qu'il réponde, parce que bon, il me dit, Seb, l'autre fois, j'ai pris son téléphone dans les mains, il a plus de 7000 messages où il n'a pas répondu encore. Il me dit, laisse tomber, je vais lui dire, le message, il va passer. Mais je le sais, parce qu'en plus, on fait encore des choses ensemble, tu vois. Donc, quand on se voit, on est les mais c'est beaucoup de respect, parce que, en fait, nos carrières ont été un peu en parallèle, lui et moi, tu vois. Moi, quand j'arrive en Italie, on me disait, ah, le bouffon français, le bouffon français. Eh ben, c'est un beau, quand même Ah un oui, oui, beau. moi, il y a pas de problème. Et puis, tu vois, chaque année de ce. En fait, moi, c'était. Je pense que pour lui aussi, à un moment donné, hein, début de saison, moi, l'objectif, c'était d'arriver devant lui. Et je pense que lui, pareil, tu vois. Donc, c'était une source de motivation énorme. De te dire, cette année, putain, faut que je sois meilleur que lui. Toute la saison, il faut que je sois. Tu vois, et quand j'y suis arrivé quelques fois, hein, tu vois. Et c'est vrai que c'est magnifique parce qu'aujourd'hui, regarde, je vais te mettre en situation. Donc, tu dis que Gigi est le meilleur gardien de tous les temps. Donc, alors, tous les temps à voir, mais sûrement de sa génération. Je vais sûrement te rejoindre parce qu'il a une carrière extraordinaire. Il a tout gagné. Enfin, sauf la Ligue des Champions, mais bon, je veux dire, à un moment donné, un trophée de club, ça ne dépend pas que de toi. Elle a 3 finales, le pauvre, mais Voilà. Donc, mais bon, c'est un gardien qui a énormément gagné. Je veux dire, c'est un monstre sacré. C'est une icône du poste de gardien de but, tu vois, comme l'a été Lev Yashin, comme l'a été peut-être d'autres. C'est sûr que tu mets Gigi dans ce truc. Mais moi, des fois, tu vois, je me suis un peu. Alors, c'était vraiment des réflexions à la con. Tu sais, chez moi, je finis la saison, donc je suis élu meilleur gardien. OK? Donc, je suis élu meilleur gardien. Et je me dis, donc ça veut dire que j'ai fait une saison quand même importante. Parce que tu as les Buffon, les Dida, qui sont quand même. Et de l'autre côté, je me dis, putain, mais c'est quand même fou parce que moi, cette saison, j'étais plus fort. J'étais plus constant et régulier qu'eux, sûrement. OK? Alors, Buffon titulaire en équipe nationale. Dida titulaire en équipe nationale. Après, tu avais Casillas titulaire en équipe nationale. C'était, on va dire, le top 5 ou le top en Europe, tu vois. Et Sébastien Frey, en fait, pas titulaire en équipe nationale, malgré les performances. Donc, tu sais, des fois, je me mettais à réfléchir. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, faut plus penser à ça parce que je vais me faire du mal. Et puis, ça sert à rien, tu vois. Et la Gazette dello Sport avait fait, je vais t'envoyer la page sur ton téléphone, a fait un sondage national de ces 20 dernières années, les 5 meilleurs gardiens de l'histoire du foot italien. OK? Donc c'est beau, hein. Franchement, il y a de la concurrence. et je vais te citer les 4 gardiens plus moi, donc un qui fait heureusement avec beaucoup de mérite, fait partie de ce top 5. Donc Buffon, Julio César, Dida, Sébastien Frey. Et ils ont mis Alisson parce qu'il a fait 2 saisons quand même très très importantes à Romain, la ouais. Roma. Et ensuite, il part à Liverpool. Mais c'est vrai qu'à la Roma, il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Mais si tu regardes les 5 gardiens qui ont marqué l'histoire du foot italien ces 20 ou 30 dernières années, je ne me souviens plus, je vais t'envoyer l'article. Sur 5, les 4, ils sont titulaires dans leur équipe nationale, quoi. Et c'est pour ça que moi, en fait, ma comparaison par rapport à eux, à un moment donné, je vais te dire, moi, mes années fortes, en fait, donc tu as Buffon, tu as Casillas, tu as Petr Cech, donc tu as sûrement Dida, et encore Julio César est arrivé après, tu as Dida, et tu as Sébastien Frey, tu en as peut-être un ou deux, tu vois. Mais tu regardes dans le sac, j'ai demandé, moi, je peux pas me battre contre eux, parce que j'ai pas l'opportunité en équipe nationale d'avoir cette confrontation, tu vois. Et donc, à un moment donné, il a fallu l'accepter. Il a fallu l'accepter. Je me suis dit, c'est quoi, pense même plus à ça. Mais je pense quand même avoir beaucoup de mérite parce que malgré ce frein de l'équipe nationale, ben, j'ai été considéré comme eux à un moment donné. Ça a vraiment été ta régularité, ta constance qui a fait que bah, tu as été au niveau de ces joueurs-là, surtout d'un point de vue national. Oui, et donc j'en reviens à ce que je t'ai dit. Donc forcément, beaucoup de respect dans la presse internationale. Et est-ce que tout ça, à un moment donné, a été mis en avant en France? Ah non, mais il y a eu un manque de reconnaissance en France.
énorme. Il y Tu a vois. pas de mots pour. Oui, ça c'est clair et net. C'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer avec l'aspect de la France, parce que pour arriver jusqu'à l'Italie, tu as eu un passage en France et il y a eu ce manque de reconnaissance, alors que toi-même, tu faisais partie des meilleurs gardiens dans l'un des meilleurs championnats du monde. Donc, En fait, moi, ce que j'ai pas compris, en fait, ce que j'ai jamais compris. Alors, je te dis, j'ai tiré mes propres conclusions. Après, j'ai des gens à la Fédé, j'ai des gens, donc j'ai mes idées, donc mes idées seront exposées où tu sais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a touché, en fait, parce que je me dis, mais je comprends pas. Depuis moins de 15 ans, je suis en équipe de France, donc je pense avoir un moule par rapport à l'équipe de France quand même. Moins de 15, moins de 16, moins de 17, moins de 19, espoir, blablabla. Donc, c'est pas nouveau pour moi la sélection. J'ai toujours crié haut et fort que c'est un honneur de porter ce maillot et de pouvoir représenter mon pays. À aucun moment, j'ai dit non. Et je pense que même à un moment donné, j'aurais pu, si j'avais voulu, j'aurais pu changer de nationalité. Je pense que dans une famille, tu trouves toujours, tu vois. Et vu que j'ai toujours voulu être cohérent avec moi-même, je me suis dit non, non, mais moi, je suis français et je reste français. Parce que c'est comme ça. Et moi, voilà, je suis fier d'être français. Donc, tout ça, tu mets en avant, on le reconnaît à l'étranger. Et mon propre pays, qui normalement devrait être fier d'avoir un Français qui part à l'étranger et qui s'impose à l'étranger. Donc, c'est un Français qui s'impose à l'étranger. C'est encore peut-être plus noble qu'un Français qui s'impose en championnat de France. On est d'accord? totalement. Eh ben non, on n'en a pas parlé. On m'a mis dans les oubliettes. On n'en parle pas. Presque, on s'en fout. Et tu vois, ça, à un moment donné, c'est vrai que je pense que la transition entre Parme et Florence, cette période-là, puis après, quand je me blesse en janvier, l'année de la Coupe du Monde, donc forcément, tu te blesses, tu remets tout en discussion, tu remets tout en cause. Et là, ce moment-là, ça m'avait touché parce qu'en fait, ben, j'avais pas de réponse et je comprenais pas pourquoi. Donc après, avec l'expérience, forcément, tu passes à autre chose, tes épaules deviennent de plus en plus solides et tu t'en fais une raison. Voilà, mais entre toi et moi, tu trouves pas ça quand même Bah, c'est hyper paradoxal parce que tu jouais pas dans, avec tout le respect, dans le championnat grec, tu vois. Tu jouais dans un championnat ultra médiatisé, le meilleur championnat du monde à l'époque, avec des gardiens de fou. Et tu te dis quand même que Sébastien Frey, qui arrive à titiller, voire parfois surpasser les meilleurs gardiens du monde, n'est pas en équipe de France. Oui, il y a quelque chose qui va pas. Là-dessus, c'est juste factuel. voilà, voilà. Mais d'ailleurs, on a parlé le fait que tu as affronté des monstres sacrés. Moi, j'avais des questions très simples à te poser, où tu vas devoir me donner à chaque fois un nom. C'est quoi le Allez. joueur qui t'a le plus, lequel joueur t'a le plus impressionné durant ta carrière, que tu as affronté ou lequel où tu as ah neuf. Le meilleur. Euh, Mais tu vois, là encore, là aujourd'hui, les jeunes générations vont me dire Messi est un fatigué, Cristiano Ronaldo est meilleur, Messi est meilleur, Haaland est meilleur. Il n'y a pas de problème, mais parce que vous ne l'avez pas vécu, lui. Parce que ce que fait Messi et Cristiano Ronaldo, bah, aujourd'hui, on le voit. OK? Haaland, Mbappé. Là, aujourd'hui, tu prends ces joueurs-là. La vitesse d'Mbappé, la force physique de Haaland, la technique de Messi, le jeu de et tête de Ronaldo. exactement. OK, Et tout c'est quatre regroupe. joueurs. Il faut savoir qu'à l'époque, ces quatre qualités-là, il n'y avait que ce joueur-là qu'il avait. Voilà. Mais aujourd'hui, je dis, mais c'est parce que m'est déjà arrivé ce débat. Ouais, il comprend rien, machin. Quand aujourd'hui, tu entends Paolo Maldini, tu entends Cannavaro, tu entends Zlatan Ibrahimovic, parmi tant d'autres que j'oublie, ils demandent qui a été le meilleur. Ils t'ont tous répondu Ronaldo. Moi qui l'ai côtoyé en tant que coéquipier, qui ai joué contre, je peux te dire que ben, lui, c'était quelque chose d'unique. Et justement, bah, sans dire Ronaldo parce que tu l'as déjà dit, c'est lequel l'attaquant qui t'a le plus mis en difficulté durant ta carrière? Alors, c'est pas lui parce qu'on a joué très peu contre. Qui m'a mis en difficulté. Tu as joué face à des grands attaquants, hein, Di Natale, Totti, Del Piero. Alors écoute, je vais te dire, parce que ils m'ont mis en difficulté, mais je pense que je me surpassais à chaque fois contre eux. Et c'est pour ça qu'on est devenus proches à un moment donné. Je vais te dire Alex. Quel Je vais, monsieur? je vais te dire Totti, Francesco. Et je vais te dire Zlatan. Zlatan,
Je savais que pour l'arrêter, il fallait que je fasse un match de malade parce que sinon, à un moment donné, il allait m'enfiler de tous les côtés. Et j'ai des images. Oh, il m'en a marqué des buts, hein, comme Totti et Del Piero, attention. Hein. Mais par contre, je leur ai rendu la vie très, très, très difficile. Ah Et oui, moi j'ai de très belles images où c'est que tu vois leur tronche, en fait. j'ai des Et là, très grands souvenirs, hein. ouais, et là, tu te dis, putain, c'est beau, tu vois. Que Zlatan, après un arrêt, il vient te taper et tu te dis, putain, mais trop fort. Tu vois. Donc, ça, c'est des trucs qui m'appartiennent. Mais c'est vrai que ces joueurs-là, je savais que quand je devais les affronter, ben, il fallait que je sois pas à 100%, à 110%. Sinon, j'allais me faire enfiler de tous les côtés. Et c'était source de grande motivation. Et tout défenseur confondu, donc pas seulement à l'Inter, parce que tu as joué aussi avec des grands noms à l'Inter, mais au-delà de tout ça, même la Fiorentina, Parme, jusqu'au Genoa, quel est le défenseur qui t'a le mis le plus en confiance Fabio, Fabio Ouais. Cannavaro, Grand monsieur. ben, grande carrière. Lui, par contre, sur le coup, il a vraiment tout gagné. Scandaliser les gens par le fait qu'ils gagnent le Ballon d'Or en 2006. Moi, ces gens-là, je leur dis, mais vous êtes des malades mentaux. C'est Le comme mec, il est... le Ballon d'Or, personnellement, c'est comme le Ballon d'Or de Pavel Nedved en 2003, qui est, voilà, on discute, mais pour moi, Nedved méritait aussi le Moi, Ballon c'est d'Or. quoi Nedved, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Mais tu vois, pareil, le Ballon d'Or de Modric a été discuté. Mais comment on fait à discuter? Ouais, Il c'est n'y a, pas- il y a pas de discussion à avoir. Je veux dire, alors, effectivement, ces joueurs-là n'ont pas le charisme des Messi, des Ronaldo, ce que tu veux. Oh, mais à un moment donné, il faut aller au-delà. Faut regarder la carrière, faut regarder d'où ils viennent, ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont apporté. Fabio, en 2006, je veux dire, c'est sûrement le meilleur joueur de l'équipe nationale. Il est au Real Madrid, il gagne tout, le mec. Donc, tu vois, et puis c'est vrai que je t'assure que jouer avec lui, il est pas très grand. J'ai jamais vu un joueur lui prendre un ballon de la tête. Tu vois, une rage, une mentalité gagnante. Lui, il faut rentrer sur le terrain, il fallait gagner. À tout prix, il fallait gagner. Il n'y a pas de chichi, pas de truc, tu vois. Et tu apprends, tu absorbes de ces joueurs-là. Et c'est sûrement ce qui a fait que tous ces joueurs-là, à un moment donné, m'ont transmis quelque chose. Tu vois. Tu as pu découvrir de près quand même l'exigence italienne de la génération Maldini jusqu'à Cannavaro, jusqu'à peut-être Giorgio Chiellini, qui a été peut-être le dernier Exactement. grand défenseur italien, qui a d'ailleurs pris sa retraite récemment, qui a lui aussi une carrière juste incroyable. Donc, tu as pu côtoyer des monuments d'un point de vue défensif, mais très certainement que tu as dû aussi, surtout en tant que gardien, comprendre un petit peu de l'intérieur cette rigueur. Quand on dit que l'Italie, d'un point de vue défensif, c'est très strict, tu l'as vu de près. Tactiquement, l'Italie a toujours été un pays à l'avant-garde. Nous, on passait des heures et des heures. Je sais qu'aujourd'hui, si tu proposes ça dans certains pays, les jours au bout de 20 minutes, ils vont dire on en a plein le cul, quoi. Nous, on passait des heures à faire du travail tactique, mais vraiment, parce qu'il fallait connaître le schéma tactique que te proposait l'entraîneur. Il fallait le connaître de A à Z. Les bons côtés, les mauvais côtés. Donc, pour ça, ça passe par le travail et l'apprentissage. Tu vois. Et donc, c'est vrai que ça, cette rigueur tactique à l'italienne, pour moi, elle était simplement unique. Et c'est vrai que ça, ils ont sorti des joueurs, des champions, je pense aussi grâce à ça. Alors, pour terminer cette partie sur l'Italie, tu sais qu'il y a une folle course au Scudetto cette saison en Italie entre l'Inter Les deux, et là. la Juve. Tu fais très bien de le mettre avec les deux ex numéro 10. Bon, c'est ce dimanche à l'heure où on tourne cette. Il y a une finale dimanche, il me semble, hein. Alors, je sais pas s'il y a une finale, si on peut la considérer comme finale, mais il y a ce duel évidemment entre l'équipe d'Inzaghi et Ouais. Allegri. Oh, entre toi et moi, alors, c'est pas une finale, effectivement, hein, je rigolais, mais Ah il faut oui. savoir que si l'Inter gagne, il passe à plus 4 avec un match en retard, avec la possibilité de passer à plus 7. Ouais. Moi, alors je pense savoir la question que tu as posée, je vais déjà te répondre, parce que je l'ai dit hier à Vas-y. la télé italienne. Eh ben, vas-y. Moi, je pense que la Juve va venir à San Siro pour ne pas perdre. Parce Donc, que, Nadine Allegri. voilà, exactement, mais parce que il sait très bien que s'il perd ce match, ça va être très compliqué après. Sachant que même si tu gratouilles un petit point, tu sais que tout peut se jouer à la fin, sans qu'il y ait trop d'écart. Donc moi, je pense que l'Inter à San Siro va jouer pour gagner et la Juve va venir pour pas perdre.
Autant à l'aller, c'était différent, mais là, le contexte est différent. Là, tu vois, c'est deux équipes qui se jouent le titre, sachant qu'aujourd'hui, objectivement, pour moi, l'Inter est plus forte parce qu'ils ont un groupe plus. Mais par contre, la Juve, ben, ils lâchent pas. La Juve, c'est toujours un petit zéro, un 2-1, tu vois. Et tu sais très bien que la Juve, c'est un club qui est habitué à gagner. C'est un club qui a ça dans le sang. Je veux dire, c'est depuis des années, il gagne, il gagne, il gagne. Donc, même si aujourd'hui les générations ont changé, je pense que ça, ils l'ont gardé. Et ils ne vont pas lâcher. L'Inter n'a pas le droit à un faux pas. Voilà. Tu sais que la Juve, ils vont tenir derrière. Donc, c'est pour ça, moi, je te dis, je pense qu'Allegri, il le sait, ça. Ah bah, la Il va être... pression médiatique, je pense que tu as pu le découvrir en Ouais. Italie avec ce jeu entre Inzaghi et Ah, ben là, Allegri. là, tu vois que ça se titille. Et puis, Allegri, il s'amuse. Il s'amuse parce qu'il sait très bien qu'il va essayer de perturber, tu vois. Mais de l'autre côté, voilà, tu as un club qui est, je veux dire, tu as une équipe qui est vraiment solide comme l'Inter. Regarde, ils font. J'ai commenté hier, donc j'ai analysé Fiorentina-Inter. Sincèrement, si tu regardes le match, l'Inter ne mérite pas de gagner, hein. Non, la La, Fiorentina fait la un bon Fiorentina, jeu. c'est solide. Première mi-temps, hein, après, pas de problème, mais la Fiorentina, solide. Tu regardes les épisodes, mais bon, l'Inter est solide et costaud. Ils sont là, ils ont gagné, tu vois. Donc, moi alors, pour moi, aujourd'hui, l'Inter, je pense que c'est eux qui sont les favoris pour le titre. Mais rien n'est joué encore parce que la Juve, ils vont rien lâcher. Tu vois. Donc, moi, pour moi, c'est ce qui va, c'est ce qui va se passer un peu dimanche. Ah, en tout cas, ouais, c'est une course au Scudetto et on ne peut que vous inciter à suivre la Serie A cette saison parce qu'il y a vraiment deux équipes, alors pas forcément d'un point de vue du jeu, parce que regardez la Juve, c'est pas forcément le plus spectaculaire et ça, c'est pas une Ouais. surprise, mais c'est deux équipes qui ont un vrai groupe. Cette année, Max Allegri a retrouvé, a pris en main ce groupe contrairement aux deux dernières saisons et Inzaghi, depuis au moins une saison et demie, a donné quelque chose à ce groupe. Donc, ouais, c'est sûr que la course risque d'être passionnante. Et enfin, pour terminer cette magnifique discussion entre toi et moi, Sébastien, bon, les gens ont pu le découvrir durant cette interview, tu as joué avec quand même des légendes absolues. Moi, maintenant, je vais te mettre au défi de participer à deux différents jeux. D'abord, le premier, de me donner ton 11 des joueurs avec qui tu as joué, parce qu'il y a du beau monde. Alors, attends, parce que j'avais fait mon 11 de rêve. Ah Je bah sais alors, pas si si. tu veux, fais-moi ton 11 Hein. de rêve alors. Voilà, et comme ça, je te l'explique. Comme ça, je te l'explique. C'est la Gazette qui me l'a demandé il y a 3 semaines, un mois, donc je l'ai fait, donc c'est sorti. Ah, en plus récemment. Ouais, ouais, et je vais te l'expliquer. Tiens, ben regarde d'ailleurs, regarde. Le 11 de rêve de Sébastien Frey. Ah Paf. bah voilà, On est bon? on est bon. Alors, dans les cages, j'ai mis Peter Schmeichel. Ah, Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est un gardien dans les années 90 dont je me suis beaucoup inspiré. Physiquement monstrueux, une présence dans la cage, je veux dire, pratiquement imbattable. Et cette rage, tu vois que même quand Manchester, il gagnait 4-0, le mec, il faisait un arrêt, il s'énervait, il se fâchait. Quoi. Cette mentalité de jamais vouloir prendre de but, de toujours dominer sa cage. Et c'est un gardien qui vraiment m'a impressionné, hein. Moi, j'ai jamais eu beaucoup d'idoles, mais par contre, lui, c'est vrai que quand je le voyais jouer, il m'impressionnait. Donc, j'aimais, tu vois, cette présence qu'il avait monstrueuse, quoi. Puis charismatique de fou, quoi. Voilà, donc, à droite. Donc, on va jouer en 4-1-3-2. d'accord. OK? À droite, Cafu. Je m'y attendais. Ouais, hein, c'est pas très surprenant. Au même titre qu'à gauche, Paolo Maldini, ça te surprend pas beaucoup non plus. Non, alors certains l'auraient mis aussi en centrale, mais tu peux le mettre évidemment à Oui, gauche. attends, mais parce que si Ouh, là, je vais te dévoiler la charnière centrale. et a fait mal apparemment. Hein. Donc, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta. Là, je défie n'importe quel attaquant de passer avec une défense à 4 comme ça. Et surtout avec le numéro 6 que je vais Ouais. te citer. Ce qui est fou, c'est que tu n'as même pas besoin d'expliquer pourquoi tu as mis ces joueurs-là, parce Non, que mais là, c'est léger pourquoi. là, Y a je pas... pense que j'ai même pas besoin de Non, m'expliquer. non. Alors, numéro 6 devant la défense, un certain Claude Makelele. Ah, j'aurais pas dit Claude Makélélé, d'accord. Claude Makelele, qui est pour moi un joueur, mais fondamental. Alors, je l'ai vécu en équipe de France.
Après, je l'ai suivi un peu Real Madrid, Chelsea. Faut savoir qu'à l'époque, Zizou, tu sais, cette fameuse période des Galacticos, tout ça. Zizou, un jour, ils lui font une interview un peu, tu vois, où il provoquait. Et il lui pose la question, il dit, mais il y a 11 extraterrestres sur le terrain. Et il dit, mais Zizou, est-ce que toi, tu te sens, comment on dit, qu'on te sort pas, tu te sens, Exclu? non, tu te sens, tu sais, quand tu es dans un truc et on peut pas t'enlever. Ah oui, indétrônable, Ah, intouchable. tu te sens indétrônable au sein de cette équipe du Real Madrid. Il a dit non. Et non, tu l'as dit, il n'y a que des phénomènes. Moi, si tu m'enlèves, tu mets Guti, tu mets quelqu'un d'autre, il y a pas, il dit, si, il y a peut-être un joueur qui est indétrônable dans cette équipe. Un joueur. Claude Makelele. Lui, si tu l'enlèves, le Real Madrid joue plus pareil. Les autres, tu prends une pièce, tu enlèves. Et quand Monsieur Zinedine Zidane, je veux dire, notre icône française, sûrement le meilleur numéro 10, je veux dire, parmi les meilleurs numéro 10 de tous les temps, dit ça, waouh! Et puis après, moi, je l'ai côtoyé, Claude. Et encore aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, des copains. Mais c'est vrai que Claude, je pense que c'était vraiment la plaque tournante dans les grandes équipes. Il faisait le sale travail pour les autres. Le sale travail avec une qualité de passe à la récupération Qui que était... très peu de joueurs avaient. Tu vois, donc c'est pour ça que je le mets dans ce contexte-là. Ensuite, tu as les trois, on va dire, milieux derrière les deux attaquants. Donc, à droite, je mets Alex Del Piero. Je ne pense pas que j'ai grand-chose à dire par rapport à ça non plus. À gauche, je fais jouer assez haut Roberto Carlos. Ah, tu le mets plus haut, d'accord. Oui, ben parce que comme ça, je lui évite ce côté défensif que t'apporte Paolo Maldini avec sa qualité de centre, de tir. Je pense que c'est simplement monstrueux. Avec en plaque tournante offensive Zizou, à travers ses passes, son intuition et sa qualité de vision de jeu, mais dans les meilleures conditions, Ronaldo et Ronaldinho. Alors là, c'est une équipe illégale, Sébastien, je pense. Ça, c'est pas possible de faire une équipe comme ça sur un vrai terrain de foot. Voilà, voilà. Donc, Bah, ça fait comprendre à quel point tu as eu la chance, le privilège de pouvoir jouer dans une époque où, eh euh, oui. tu fais bien le dire, un peu de nostalgie, parce que finalement, c'est une époque qui paraît si lointaine, qui est pas lointaine, hein, mais qui paraît si lointaine. Mais punaise, il y avait des joueurs de qualité, c'était impressionnant. Ah, et tu sais que là, heureusement qu'ils m'ont pas demandé de faire le banc de touche parce que bon, faut savoir que là, dans mon choix, j'enlève Roberto Baggio qui pour moi est, je veux dire, est un dieu. Et j'en enlève plein, hein. Il y en a Alors, plein. d'ailleurs, en position numéro 6, moi, je pensais que tu allais citer Andrea Pirlo parce que, d'ailleurs, je crois que tu le côtoies lors de ton arrivée à l'Inter, si je dis pas de bêtises, Oui, sur oui, le... bien sûr. Les deux fois, l'année où j'arrive et l'année où je reviens. Donc l'année où j'arrive, il est là, il s'en va. L'année où je reviens, il est là et il repart encore. Il va à Brescia. La Breccia, d'accord. Oui, non, mais tu vois, même Pirlo aurait sa place dedans. Mais à un moment donné, je fais des choix. Oui, évidemment. C'est un peu des choix de cœur aussi, mais je pense, enfin, comme tu l'as dit, là, l'équipe que je viens de te citer, c'est pas humain. Je pense que je pense qu'une équipe comme ça, il y a pas de championnat, tu peux pas. Ah non, là, c'est illégal. Et la dernière partie, on va dire, de ce petit jeu que j'ai envie de faire avec toi, c'est, tu as été évidemment gardien, grand gardien. Je vais te donner 6 points Ouais. qui vont être réflexes, travail sur la ligne, jeu au pied, détente, personnalité, longévité. Et à chaque fois, tu vas devoir me citer un gardien qui te fait penser à ce mot-là et tu n'as pas le droit de mettre ce gardien 2 fois, donc sur plusieurs mots. Les réflexes, quand je te dis réflexe, tu penses à qui? Je pense à moi. Très bien. Je pense que ça a été vraiment une de mes qualités principales. C'est ce qui m'a sûrement sorti à chaque fois du lot, ce côté intuition réflexe. Donc, ouais, je veux pas être présomptueux, mais je vais me mettre moi. Alors, évidemment, en te connaissant à la télévision, détente, moi j'aurais bien mis un Sébastien Frey aussi. Ouais, alors Évidemment. voilà, des temps. Alors écoute, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Même si je pense que c'était ma qualité principale, effectivement, j'avais une détente. Alors on va mettre réflexe au black. D'accord. Donc, détente, tu as dit Sébastien Frey. Travail sur la ligne. Travail sur la ligne, bouffonne. Jeu au pied.
Jeu au pied, je vais te dire Julio César. C'est vrai, Julio César qui était très bon jeu au pied. Alors là, c'est dur parce que tu as déjà dit Buffon et beaucoup auraient dit Buffon, mais personnalité, Neuer. c'est aussi tout à fait pensable. Et bon, là aussi, on aurait pu mettre un Neuer ou un Buffon par exemple, mais longévité. Ah oui, la longévité, c'est sûr que. Alors, longévité, attends, laisse-moi réfléchir comme il faut. Alors, effectivement, je pense que Buffon, longévité, ben, il a tout gagné, hein. Attends, je vais te le sortir, je vais te le sortir. Tu as peut-être aussi Casillas qui a été J'ai hésité à Casillas, Petr Cech aussi, quand même. aussi. Mais attends, parce que, il y en a un qui lâche pas là. Ah, punaise. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, après, c'est pas très grave. Tu peux nous dire Buffon, c'est pas très très grave. Deux Non, fois. mais pour être un peu, voilà, ben, je vais te dire Casillas, Bah, longévité. Casillas. Tous les gardiens que tu as dit, c'est quand même des grands, grands monsieur. Mais c'est vrai que moi, Sébastien Frey, je l'aurais mis en détente plutôt qu'au réflexe. Non pas parce que les réflexes, c'est pas ça, mais ce qui t'a caractérisé, comme par exemple Buffon, la longévité au-delà de toutes les autres qualités, toi, c'était vraiment la détente. Moi, je me souviens d'arrêts. Alors, des frappes, c'est des flashs hein, comme ça. Hein. Une frappe de Totti, je me rappelle, quand tu Ah, affrontes ouais. Roma, où tu fais un arrêt majestueux. Pareil sur Del Piero. Donc bon, pour les plus jeunes ou pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Frey, qui a été ce gardien? Parce que honnêtement, ça a été un énorme plaisir de pouvoir discuter pendant plus d'une heure avec toi, Sébastien. Je pense qu'on t'a découvert encore un peu plus à 360 degrés. La France, l'Italie. Je pense qu'on a fait le tour sur qui a été finalement et qui est aujourd'hui Sébastien Frey. Tu as vu, pour finir, alors je te remercie. Comme ça, la boucle est bouclée. Tu m'as donné 5 caractéristiques. On va dire, je t'ai cité 5 gardiens. Tu te souviens qu'en plein milieu de l'interview, je te parlais du top à l'époque 5 européens. Oui. Est-ce que tu as remarqué que ces gardiens-là, c'était les gardiens de ma génération qui étaient le top européen? Bah, de toute façon, quand on associe gardien aujourd'hui les meilleurs dans l'histoire, c'est surtout la génération 80, sans rien enlever, notamment à ceux d'avant, hein, que j'ai pas connu, mais les années 90, début 2000. Et le parallèle, c'est que ils étaient dans ton championnat. La plupart étaient dans ton championnat, Ben, c'est tous ça. étaient dans ton championnat. C'est ça. Ça montre aussi à quel point il y a eu une difficulté et surtout un challenge, surtout pour les gardiens. Toi, tu as débuté très très jeune en Italie, mais pour un gardien aujourd'hui de s'imposer en Italie, c'était absolument pas à sous-estimer. Et ça montre à quel point, si tu t'es imposé, le niveau quand même que tu as Ouais, eu et l'exigence, le professionnalisme que tout ça a engendré. écoute, ben, c'est gentil hein, pour tous ces compliments, ce beau moment passé ensemble. Et bah Et évidemment, n'hésite pas, j'ai quand même posé 2 questions pendant l'interview. Si jamais tu vois que ça répond, on peut refaire un truc, échanger, parce que c'est normal, c'est intéressant. Puis c'est bien que ceux qui te regardent, du coup aujourd'hui qui nous regardent, participent et qu'il y ait du répondant. C'est-à-dire que s'il y a des questions pertinentes, intéressantes, tu me le fais savoir. Et puis éventuellement, tu me choisiras 10 questions et je te répondrai à ces 10 questions. et bah comme ça, ah bah c'est un très très beau challenge parce que Tu vois? là, il y a beaucoup de difficultés souvent à choisir, etc. Parce que tu as joué dans une époque magnifique, mais ça sera un très très beau challenge. Merci pour tout encore une fois, Ah ben, Sébastien. je t'en prie. Et puis avec grand plaisir, si on a l'occasion de se revoir. Mais j'achèterai évidemment le livre, tu me donneras toutes les Ouais, informations. Et puis ouais, si j'ai ouais. l'occasion de venir à Florence, au Oui, Viola et puis je Park. me dis, Florence, Milan, moi je fais partie des légendes du club, là, donc je suis pas. Demain, je pars à Milan d'ailleurs.